C'est parti, ça enregistre. Non, mais comme un rot. On le garde. On le garde. On peut garde garder, tout. mais Ouais, tu vois, il n'est t'avais même un pas rot. sorti. Je n'ai pas réussi à roter. Ça fait partie du podcast maintenant, c'est immortalisé à jamais. All right. On fait un suspense. Ouais. Je vais... d'épisode en épisode, il va-tu réussir à roter, man? Ouais. Ça fait comme 3 semaines, man. Tabarnak, je l'écoute, puis ça réussit pas. Je vais gasifier mon corps à un certain moment donné. Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec. Aujourd'hui, notre invité, Dominique Ducharme. Asti que j'étais content d'avoir Dom Ducharme. Moi, je le connais depuis très longtemps. Écoute, ça remonte à 10 ans. Je me souviens dans le temps, c'était l'arrivée du junior de Montréal qui jouait à l'Arena de Verdun. OK. Ouais, puis c'était le retour du hockey junior dans la grande région montréalaise depuis le départ de tout ce qui était Longueuil, Laval. Et c'était notre rendez-vous quand j'allais chercher Livia le vendredi à l'école. On allait là-bas. Hot dog. Oh mon Dieu, je deviens ému en pensant. Je me souviens, là, j'ai des flashbacks. Elle avait son petit chandail, quelqu'un qui avait un chandail. Total. Puis à l'époque, le coach c'était Pascal Vincent. Puis l'assistant était Dominique Ducharme. Il y avait Joël Bouchard aussi. Tu sais, un esti de fucking all-star team de coach. Et c'est la première fois. Puis avec Dom, j'avais pas beaucoup de conversations parce que Dom, quand tu le rencontres la première fois, il est stoïque. C'est comme. Puis il est imposant un peu, fait que tu sais, comme il y a une prestance. T'sais. Exact, tu sais, fait que. Et au fil du temps, on s'est tellement croisés qu'on est venu de chum et tout. Tu sais, puis honnêtement, moi, ce que j'ai trouvé super génial, c'est que même quand il est devenu coach du Canadien, c'est un gars qui a jamais changé. Je suis pas en train de dire qu'on s'écrit tous les jours, mais on se fait des bons jours d'une façon régulière. Là, il m'a agacé parce que là, au moment où je vous parle, on peut dire la date. Là, on est le 5 juillet. Fait que. Et le podcast va être diffusé à un moment donné, c'est automne, parce qu'on prend une petite pause. Anyway, c'est pas ça qui est important. Donc, au moment où on se parle, il est à la veille de m'annoncer, d'annoncer à tout le monde, pas juste à moi. Là, je pense qu'il va en parler à sa femme et à sa famille. Là. Faut que j'appelle Max. Faut que j'appelle Max avant tout le monde. Non. Mais, et pendant le podcast, il y avait un hostie de sourire tellement génial d'enfance. Fait que j'ai hâte de voir. Je touche du bois, je veux pas le jinxer. La nouvelle a l'air le fun. Et surtout que quand on a fini le podcast, on parlait des voyages sportifs parce que, bon, tout le monde sait que j'aime ça, partir à l'aventure pour aller voir des matchs à gauche et à droite, de hockey, basket, football, en tout cas, tout. Puis il m'a fait sous-entendre que si ça fonctionne, je risque d'avoir crissement du fun à lui têter des billets pour aller dans ce coin-là. Mais ce que je veux dire, c'est que. Puis forcément qu'on a parlé évidemment de la période du Canadien, on n'avait pas le choix. C'était une des entrevues en fait parce que tu étais le plus dedans, tu avais des questions très directes, tu connais ton hockey, tu connais ton sport, puis tu avais des questions vraiment très directes à lui poser, puis ça paraissait, tu étais vraiment dedans. Je me suis trouvé hot. Ben oui, avec raison. J'avais l'air d'un grand connaisseur. Ben oui, un journaliste sportif. Là. Exactement, non. Puis, non, mais joke à part. Et comme j'ai dit, ce que j'ai toujours admiré de Dom, peu importe ce qu'il fait dans la vie ou ce qui est rendu, c'est toujours le même gars. Et, parce qu'on en a parlé de ça aussi, il a coaché. Tu sais, souvent je dis la meilleure game de hockey que j'ai jamais vue ever, mais je pense que c'est la meilleure game, tout sport confondu, que j'ai vu. Ça bat des Super Bowls, ça bat des matchs de playoff dans le football, au baseball. Mais l'année où est-ce que c'était ici au Centre Bell à Montréal, c'était la finale du championnat mondial junior. C'était entre le Canada et les États-Unis. T'sais, quel beau scénario. Avant la pandémie, fait que c'était fucking plein. J'étais dans une section d'experts. Ben du monde RDS, journaliste sportif. Denis Coderre était là. Écoute, c'était juste surréaliste. Et je me souviens juste que, et je niaise pas quand je dis ça, du milieu de la troisième période jusque tout le long de le supplémentaire, avant que ça en aille en shootout, quel règlement de fucking merde. By the way, le IIHF qu'on appelle, tu sais, ouais, exact. C'est pas du soccer, tabarnak, c'est du hockey. Fuck you le shootout. Anyway, mais écoute, pendant 1 heure, un Centre Bell de gens debout. Écoute, c'était... tu pouvais sentir ton cerveau dans ton crâne bouger. OK, ça vibrait à ce point-là. Ouais. C'était genre, imagine le Titanic qui rentrait dans l'iceberg. Désolé à tous ceux qui sont décédés, même si ça fait longtemps. Puis, joke à part, c'est comme le bruit que ça a dû se faire, c'était ça pendant 1 heure. C'était comme Astiman. Mais joke à part, c'était un moment des plus magiques que j'ai jamais connu. Et lui, il était sur le banc. Puis à chaque fois que je le vois, j'y pose la même question. Mais c'était quoi, ce coaché, cette game-là? Puis il nous a raconté ça en détail. Écoute, il y avait Pierre-Luc Dubois, Nicolas Roy,
Ficali était pas dans un goal. C'était Hart qui était dans un goal. Anyway, regarde, c'était quel moment mémorable. Tout ça pour dire... Oh, mon Dieu, avant que j'oublie aussi, oui, j'allais le dire. Exact. Évidemment, là, je suis content de dire que là, la raison qu'on a pris des vacances cet été, c'est qu'évidemment, on voulait surtout vous donner des choix quand même intéressants au point de vue Patreon. Pas juste 2-3 épisodes, mais d'avoir, presque une dizaine. Même chose du côté de la tribu à Max. Là, j'aime ce qui se passe. Puis, honnêtement, je vais surtout vous remercier de... Tu sais, tu pars un podcast, tu sais pas ce que ça va donner, tu le fais par plaisir. Je pense que c'est la clé du succès pour n'importe quoi que tu fais dans la vie, tu sais. Oui, puis non seulement ça, on va remercier les gens qui sont sur Patreon, qui se sont déjà inscrits, parce que cette entrevue-là est déjà sortie cet été, depuis quelques mois déjà, et là, on la sort cet automne, mais on salue pour les gens qui nous écoutent en juillet, justement, cette entrevue-là. Et ben voilà, exactement, vous avez des entrevues à l'avance sur le Patreon de Deal Avec, plus la tribu à Max. Et là, évidemment, ceux qui l'ont vu cet été, puis aussi parce qu'on a fait cet été, c'est évidemment donner un peu d'amour aux premiers épisodes qui étaient moins connus. Oui. Tu te fais encore dire, Maxime Martin, un podcast. Je trouve ça le fun. J'aime bien notre évolution. Oui. Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont écrit parce que des fois, les liens sont pas toujours évidents. Même moi, des fois, je me perds. Marie-Ève Châteauneuf qui nous aide aussi. Là, on la salue. Les jeunes, vous savez quoi faire, mais ma génération, des fois, on cherche les liens de la bio, tout ça. La meilleure façon, abonnez-vous à ma page. À ma chaîne YouTube, Maxime Martin. Oui. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui sort, que ce soit, évidemment, podcast, des trucs que je fais avec les kids, parce qu'il y a plein d'affaires qui s'en viennent, que ce soit même le podcast que je fais en anglais avec Éric Gagné, qui est avec la poche bleue, mais tout se ramasse à la même place. Tu veux savoir ce qui se passe, tu veux être in dans le sens que tu veux être les premiers avertis. Chaîne YouTube, Maxime Martin. Tu te poses peu de questions, ça fait ting sur ton téléphone. Nouvel épisode. Merci d'être là. J'ai calissement du fun. Et la preuve, regardez cette entrevue avec Dominique Ducharme et vous allez voir un clown de 53 ans qui a la face d'un petit cul de 12 ans. Je sais que ça s'appelle Deal Avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, de cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Fait que là, juste pour contextualiser, Max, il s'habille mal et on voudrait bien habiller... On n'est pas en train de dire que je m'habille mal. Oui, c'est ça qui se passe. Avant que ça commence, parce que là, je vais aller à ton tournoi de golf. Oui. Je suis poche. C'est pas grave. En fait, non, c'est pas que je suis poche, je suis impatient. Selon tes standards. Ouais. Tu voudrais être meilleur. Moi, mon rêve, c'est de jouer 85. C'est le fun. C'est un rêve. C'est le fun de jouer 85. Ben, c'est parce que 85, t'as du fun sans péter une coche. Mm-hmm. Puis sans trop te prendre au sérieux non plus. Exactement. Puis, attends, je vais raconter d'anecdote parce qu'avant qu'on aille là, parce que là, tu m'as dit, avant qu'on commence à tourner, tu as dit, on va t'habiller. Je fais, OK, non, j'ai quand même des shorts, puis un polo, là, tu sais. À moi que t'as-tu quelque chose officiellement pour le tournoi d'Homme Charme? Pour les célébrités, ils vont tous être habillés pareil. OK. Ah non, mais moi, je m'habille pas. Non, je vais pas t'habiller comme les autres. Fondation, peut-être. C'est pour ma fondation. OK. Tu vas être cher. All right. Moi, je vais te raconter. Après, tu te jetteras, si tu veux, là. Tu me mettras à l'encan. Non, Max Martin a joué au golf avec. À Joliette, c'est ça? À Joliette. Beau terrain de golf. C'est un beau terrain, hein? Ouais. C'est-tu Joliette même ou celui à côté à Rawdon? Non, Joliette. Joliette. Toi, tu viens de là? Ouais. Okay. NDP. Moi, je vais te raconter une histoire. Ça, c'est des anecdotes de golf, j'en ai plein, mais celle-là, c'est une de mes préférées. À un moment donné, je jouais avec des bâtons, pas en aluminium, comment t'appelles ça? Flexibles. Tu sais, c'était... Chris, c'est quoi le mot que je cherche? En plastique? Non, c'est pas en plastique. Oui, c'était le kit qu'on achète aux gamins, le temps que je m'habitue. Voyons, Chris, c'est quoi le mot, anyway? En graphite? Oui, exact. Okay. Fait que c'est hyper flexible. Pour un gars qui slice déjà, c'était la pire affaire au monde, c'est le pire achat. Ouais. Et je finis ma saison, puis j'appelle ceux qui me l'avaient vendu, je dis, je peux-tu mettre en stock usagé, je vais en acheter d'autres avec je lève des tiges rigides pour corriger ma slice. En fait, t'auras pas grand-chose. Entre toi et moi, là, vraiment, fait que, parfait. Ma dernière game de golf de l'année, puis je joue avec mon technicien je salue Mike Tremblay, qui mène un asti de cogneur. Lui, c'est 3,50 facile sur la drive, il a les cheveux jusqu'aux fesses. Quand on arrive sur un terrain, tout le monde le regarde, genre, what the fuck is that, là, tu sais, là, vas-tu nous vendre de la dope, là, tu sais, là? Mais il cogne. Et là, on est rendu au 15e, 16e, et là, je sais que c'est ma dernière ronde avec ces bâtons-là, fait qu'à chaque... Puis ils nous ont matché avec un couple qu'on connaît pas. Ils sont hey, Maxime Martin. Mais tu sais, un petit couple propre et cute. Mais je veux que tu t'en vas. OK. Ouais? Hein? Fait que là,
à partir de 16 ans, à chaque mauvaise shot, je fais comme tabarnak! Et je pète ma tige, je pète mon bâton sur mes cuisses. Mais on rit. Moi, Chris, parce qu'on sait que Steve fait juste. Écoute, le malaise qu'on a créé, là. Tu sais, mais je me trouvais drôle, là. Quand on a fini la game, on a dit non, c'est une joke parce que, tu sais, je m'en servirais pas. Les autres se sont dit plus jamais je veux jouer avec Maxime Martin. J'irai pas voir. Je pense qu'ils sont encore en thérapie, sérieusement. Avec, je suis content de t'avoir avec moi parce que tu te souviens-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? J'ai le goût de dire à l'auditorium de Verdun. Exactement. Un bureau des coachs. Exactement. Pascal Vincent. Ouais, Pascal Joël. Ouais. Joël, t'es-tu là? Ben, en tout cas, il était avec nous. Est-ce qu'il était là quand t'es venu? Oui, mais je me souviens, c'était... moi, j'étais content de retrouver du junior à Montréal. Ouais. Moi, j'ai toujours été un fan de junior. Fait que, tu sais, à l'époque, tu sais, ça monte à quoi? 2008. 10 ans? 2008? 15 ans. 15 ans? Calice. OK. Ouais, va trop vite. Trop vite, tu dis? Parce que moi, j'allais à Drummond, des fois Gatineau. Tu sais, je me déplaçais pour aller voir du hockey, puis tout ça. Fait que là, j'étais content. Puis je trouvais que l'ambiance à Verdun était quand même géniale. Ça avait pogné. Je viens de Montréal. L'uniforme était beau, puis tout. Puis après ça, on a déménagé à Iberville, mais je me souviens d'être là avec vous autres. Puis j'amenais ma fille. C'est mes premiers rendez-vous de hockey. Puis je me souviens juste... Puis je parlais avec Pascal parce que je le connaissais. Puis pour moi, c'est la première fois qu'on se parlait. Puis je me dis, quand tu investis à devenir un coach junior... On parle des joueurs, on parle des jeunes. Mais c'est le même rêve pour les coachs. Là. Ben, c'est sûr. Puis même, tu sais, j'ai été joueur avant. Ouais. Puis, tu sais, j'avais des bonnes habiletés. J'étais un bon joueur. Tu sais, plus jeune, si tu regardes à 16, 17, 18 ans, tu sais, je me compare avec plusieurs joueurs qui ont réussi à avoir des belles carrières dans la Ligue nationale. Mais une fois que je suis arrivé à 19, 20 au collège, on dirait... Toi, tu joues au collège? Ouais. NCAA au States? Ouais, à l'Université du Vermont. On dirait que j'ai plus... quand même! J'ai plus plafonné un peu. Ben, j'ai eu 4 bonnes saisons. J'ai une belle carrière universitaire, tout ça. Mais on dirait que ma progression n'a pas été assez grande pour après, mettons, m'établir dans la Ligue américaine, pour après continuer à se développer. Puis faire t'avais compris que ton chemin était un chemin de grinder, là. Qu'il fallait que chaque étape que t'allais franchir... C'était pas nécessairement mon style. J'étais plus un gars qui avait une bonne vision, du talent. J'étais pas un grand patineur. Fait que, dans ce temps-là aussi, j'étais correct physiquement, mais j'étais pas assez gros non plus. J'étais pas un gros bonhomme. Ah ouais, c'est encore l'époque des 6 pieds 4 de l'Ouest canadien. C'est le milieu des années 90. Fait que on repêche en WHL. Mais je pense que après ça, on vient vers l'Est. Ça m'a aidé, par exemple, ce parcours-là comme joueur, de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait comme joueur? Pourquoi, mettons, à un certain moment, j'ai peut-être plafonné? Puis ma façon de penser quand j'ai commencé à être entraîneur était quand même différente. On dirait que comme joueur, j'y croyais pas. Déjà, si tu crois pas que tu peux te... Ben là, t'as été ton pire ennemi, finalement. Ouais. Façon de parler. Ouais, peut-être. Mais je me suis pas aidé. Mais quand j'ai décidé que j'arrêtais de jouer, puis là, j'étais loin de jouer au hockey en France. J'étais loin de la Ligue nationale. Là. Mais je me suis dit, puis même je l'ai dit à un de mes coéquipiers, un gars de Terrebonne, Bob Ouellette. OK. Robert, c'est le père de Xavier Ouellette. Ah! On joue ensemble. Que t'as coaché? Non, t'étais-tu avec la gang? T'étais-tu avec l'Armada à l'époque de Xavier? Non, mais il est arrivé avec le junior. À Verdun. C'est vrai, il a connu le déménagement, lui. Ah ouais. OK. Puis j'avais dit, mec, je revienne. Puis je retournais, je savais que c'est ma dernière année. J'ai dit, je vais coacher. Puis mec, toi, tu décides de revenir, on va coacher ensemble. Puis un jour, je vais coacher dans la Ligue nationale. T'as quel âge, là? Je viens d'avoir 50. Non, mais je veux dire, à l'époque de 30 ça. 30 ans. Fait que ça fait 20 ans déjà, là. Fait que... wow. C'était... Mais faut que tu sentes que t'as la fibre pour vouloir coacher. Oui, mais en même temps, tu sais, j'avais cette... on dirait que je savais qu'est-ce qui s'était passé comme joueur, puis je regardais des gars comme pour qui j'avais joué. Bob Hartley à Hawkesbury, qui est parti. T'as joué pour Bob à Hawkesbury? Oui, j'ai joué pour Bob à Hawkesbury. J'ai joué... Okay, clairement, j'ai pas fait mes recherches. Je pensais connaître mon chum, mais je me rends compte que... Man, ça, c'était tiers 2 pour justement garder, pour être éligible pour jouer entre le média 3 puis t'as-tu été repêché junior? Ben, si j'avais décidé d'aller junior, j'aurais probablement sorti dans les 6 ou 7 premiers au repêchage. J'avais fait une deuxième scoreur de la Ligue. Pas 6 premières, 7 rondes, 6 premiers overall. Ouais. J'ai fait une deuxième scoreur de la Ligue. C'est René Corbett. Moi, puis... René Corbett. Premier, puis après ça, moi, puis je pense que c'est Michael Bazinet.
Ils étaient 3 coéquipiers, eux autres, là, ils étaient 3 des 4 premiers scoreurs. Puis moi, j'étais deuxième, égal avec un des 2 autres OK. qui jouait avec René. Tu jouais? Moi, je jouais au Régent. Régent. Le 3L? Non, j'avais joué équipe Québec avec Martin Lapointe, Patrick Poulain, Phil Boucher. OK. C'était l'année que, tu sais, dans ce temps-là, le défi des moins de 17 ans, à ce temps, ils le font partout au Canada, mais c'était toujours au Québec. Ouais. Tu sais, les premiers, en 86, c'était l'année de Pierre Turgeon, je pense. Tout ça, parce que nous autres, c'était en 90. Puis on avait joué les Russes en demi-finale, c'était Kovalev. J'aime ça comme podcast, ça commence super bien parce que tout le name dropping est vraiment des petits noms. C'est vraiment même moi, je les vraiment connais. des personnes qui ont réussi. Pierre Turgeon, Kovalev, Ouais, non, c'est... Ben non, j'ai pas joué avec Pierre ou tout ça. Mais Non, je veux mais dire, dans quand moi, même, je suis de l'âge des Kovalev, Martin Lapointe, Pat Poulain. Pat Poulain aussi. Ouais, tout Mon ça. Dieu, mais... Hey, on va faire du coq à l'âne parce que moi, j'ai entendu une histoire sur la pointe. Parce que pour ça, je veux qu'on vienne parce que Hawkesbury, Ouais. anecdote pour anecdote, moi, je m'étais fait traiter pour le dos chez un médecin à Hawkesbury qui avait qui reconnaissait la carte de l'assurance maladie du Québec. Ouais. Écoute, c'était une aiguille dans le dos, là, c'était fucking pas plaisant. Et c'était aussi le médecin de l'équipe du Junior 2A. Et il avait les cheveux blonds parce qu'il était en finale. Parce que Hawkesbury a Ouais. toujours été le tiers 2, comme on appelle, le tier 2. Ouais. Les Hawks. Puis, exact. Et quelqu'un me raconté une histoire sur Martin Lapointe. T'en souviens-tu que Martin Lapointe avait été capitaine de Team Canada Ouais, junior. la même année qu'Éric Lindros? Ouais. L'histoire que j'avais entendue. Dis-moi si tu as entendu la même histoire. Ils sont à cafétéria en 2 entraînements. C'est au training camp. Là. L'équipe est sélectionnée, mais ils sont la semaine avant de commencer à jouer. Et ils sont en ligne en cafétéria. Et Martin Lapointe, il est en ligne. Et Lindros passe devant tout le monde parce que c'est fucking Éric Lindros. Puis Lapointe se lève devant tout le monde et dit « Hey! En arrière comme les autres. » Et c'est là qu'ils l'ont nommé capitaine. C'est une légende urbaine ou ça dit quelque chose? J'étais pas là. Tu sais, j'étais pas à leur niveau. Non, mais quand même! Je l'ai entendu. Mais j'ai pas demandé à Martin si c'était vrai ou n'importe quoi. Mais, Belle histoire. Une belle histoire. Mais tu penses que c'est vrai? Pour en revenir, moi, je pense que c'est son style. C'est le style à Martin. Moi, je l'ai rencontré une fois, je m'ostinerai pas avec Martin. Non, mais c'est un gars qui... Tu sais, quand on parle de savoir... Lui, quand il avait 16 ans, il savait que c'est là qu'il voulait s'en aller. Puis ce qu'il faisait dans le gym, puis la manière qu'il travaillait ça là, c'est un gars qui... Il l'avait. Tu sais, pour un joueur de hockey, c'est pas juste les habilités et tout le reste. Ouais, c'est pas juste la puck autour du cône, puis après ça, je shoot dans le upper corner. Là. Ce mindset-là, Martin, il l'avait. Mais fait que je joue avec eux autres, l'équipe Québec. Exact. L'année. Mais c'est un choix difficile à faire. Mais un match, encore de finale à Trois-Rivières contre les Tchèques, ça donne que les coachs de l'Université du Vermont sont à côté de mon oncle. Ils regardent le match. Puis ils viennent recruter. Puis là, ils voient que mon oncle est pas mal impliqué dans la game. Fait qu'il commence à y parler. As-tu un fils qui joue? Non, mon neveu. Puis là, tel numéro. Ah, OK. Pense qu'il viendrait. Serais-tu intéressé à venir au collège? Nous autres, on l'aime bien. Je sais pas. Fait que là, il en parle à mon père. Il m'en parle après le tournoi. Finalement, il m'invite à aller visiter au mois de février, vers la fin de la saison, midget 3. Il m'offre une bourse. Il dit, si t'es prête, tu rentres en septembre. Mais là, C'est-tu full scholarship? C'est bourse complète, là? Ouais. Mais là, je vais avoir 17 ans au mois de mars. Mais les joueurs au collège, ils arrivent tard d'habitude. Là, moi, je regardais ça. Je pensais que je suis déjà prête à jouer. Puis t'avais pris à pêcher l'année d'avant pour le midget 3, Jean Major. Non. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait... Il fallait que tu sois repêché dans les 5 premières rondes. À 16 ans, sinon tu tombais à 17, c'est ça? Ben, à 15 ans, sinon à 16 ans. OK, ouais. Dans le fond, tu tournes l'âge, mais ton année de 15 ans, il fallait être repêché dans les 5 premières rondes. Tu sais, j'avais eu une saison correcte, une Jet 3. Ma deuxième année, c'est là que j'avais vraiment explosé. Avec René Corbet. Quel beau flashback. Ouais, c'est ça, c'est notre compétition. Puis, une fois que j'ai visité, évidemment, c'était avant le repêchage junior. Puis que j'ai vu comment ça se passait, les installations, l'ambiance, le campus. Tout, je dis, je veux aller là. Fait que là, j'ai averti les clubs juniors, tout ça. Sauf que là, ils me disent, il faut que tu ailles passer ton test pour être admis à l'université. Tu parlais-tu anglais? Yes, no toaster? À peu près. Peut-être 2-3 mots de plus. Fait que je vais passer mon test. There's no way. Le test, c'est, mettons, t'es à moitié en maths. Maths, aucun problème.
L'autre moitié, c'est Ouais, je sais que ça, c'est l'anglais. international, ouais. C'est le SAT, c'est en maths puis en anglais. Ma partie de maths, pas de problème. Si j'ai 2 fois mes notes en maths, Tu t'en vas à Harvard, là. presque. Pas vrai? Presque. Ben, peut-être pas, mais presque. Mais là, avec mon anglais, si tu marquais... The car is red. Ah non, mais là, hey, t'as une demi-heure pour chaque section, hein? Ouais. Hey, en tout cas, c'est une bonne grind. Si tu marques ton nom comme il faut sur la feuille, tout ça, t'as 200. C'est leur façon de pointer. Moi, j'ai eu 210. En anglais. Fais 2 fois 210. Je peux-tu te dire? Attends. Moi, là, non, mais à attends. ce podcast-ci, j'ai eu des humoristes. J'ai eu des hosties de bons fucking punchers. On a eu de tout. C'est le gag de l'année, là. Sérieux, là. Il faut que tu comprennes. Écris mon nom, j'ai 200. J'ai 200. Écoute, c'est merveilleux. Si je suis dans le public, j'applaudis, je me lève. Mais c'est quoi, par exemple? L'affaire, c'est que si tu réponds pas à une question, tu perds plus de points. Donc, fait que moi, j'étais là. Tu devines. Je devinais quasiment. Une question sur 10. C'est un test qui est compliqué pour les anglophones, qui est pour les Américains pour rentrer à l'université. C'est un test qui dit ça. Fait que moi, qui arrive avec mon anglais de Joliette, avec mon cours au secondaire régulier. Je répète, the car is red. Fait que mon gros 210 me dit, les coachs m'ont appelé, ils disent, il va falloir que tu fasses une année à quelque part. C'est là que- Académique. Ben, Une année où tu joues avec l'équipe, puis tu tu vas pratiques. aller, tu vas améliorer ton anglais. Ouais. Tu vas être correct. Fait que j'étais allé à Hawkesbury avec Bob. OK, c'est ça le move. Ouais, c'est pour ça. Mais pourquoi C'était une viser bonne le chose. junior pour le collège et pas le junior majeur? Parce qu'à l'époque, tu rêves encore de jouer pro, là. Ouais. Sauf que tu peux pas aller junior majeur puis après au collège. Faut Non, que tu prennes ça, des c'est un décisions. choix ou l'autre. Puis je voyais, j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu au Vermont. Valley Cats. Donc, comment ça s'appelle? Mountaineers? Attends une minute. Les Catamantes. OK, j'ai peut-être Valley le Cats, t'es pas loin. Valley T'avais Cats, le c'est le chat, baseball t'avais de Tri-City. Je m'excuse. Ouais. OK, all right. Non, c'est correct. Fait que OK, c'est ouais. comme ça que je me suis retrouvé à Hawkesbury, puis c'est comme ça que je me suis retrouvé au Vermont. Puis le pire, c'est que je joue à Hawkesbury. C'est que mon coach, c'est Bob Hartley. Moi, après ça, Laval, il me repêche junior. Il me repêche plus tard que j'aurais dû. Il me repêche en 7e ronde. Avant, les voisins encore? Non, Ouais, non, c'est le Titan. Mais qui devient coach du Titan après? Bob Hartley. Et là? Et là, j'ai passé un été. Parce que j'aimais ça, jouer pour Bob. Tu sais. Bob, j'y parle encore régulièrement. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Fait que, encore une fois, un choix difficile, un croisement de chemin. hein. Encore plus difficile. Parce que là, c'est pas juste choisir. Tu sais, là, il y avait quelqu'un à qui j'avais confiance aussi. Qui te connaissait Qui aussi. me connaissait, Là. qui savait comment. Parce que partir à zéro au hockey, des fois, ça peut être dangereux parce que tu le sais, puis on va en parler plus tard. Là, on fait juste agacer, mais une fois que tu cliques avec un coach, c'est un grand soulagement parce que oui, il va te brasser, c'est une mauvaise game, il sait quoi te dire, mais tous les coachs, puis c'est universel, c'est comme ça dans la vie, ont leur préféré, leur mal-aimé et leur in-between. Fait que là, tu pourrais dire, OK, j'ai Bob Hartley à Laval, je connais pas le coach au Vermont. Ouais. Le coup que j'arrive à Sti puis qu'il me crie sa 3e ligne parce qu'il pense que c'est là que je fit. C'est des choses qui te passent par la tête? Non, ben j'avais assez confiance quand même. Ça faisait 2 ans qu'il me recrutait. Puis j'ai eu une grosse saison aussi à Hawkesbury. J'étais dans une bonne position. Mais quand même, pour moi, ça a rendu tellement encore doublement difficile de dire non, je continue dans le chemin. Je suis allé avec toi, Bob, à Hawkesbury pour aller au collège. T'sais, là, je retourne pas de bord, mais ça passait proche. Puis, tu sais, Bob, c'est. T'sais, autant il m'aimait beaucoup, puis il voulait que j'embarque dans l'aventure avec eux autres. Fait que, tu sais, il était. Ouais. C'est un Mais gars en fait, intense, hein? Bob, un peu? Un peu. Ouais, je sais pas. Ouais. Parce que moi, en fait, c'est là parce que quand j'ai une émission sur le hockey junior, il y a toujours eu un débat. Puis c'est un vrai bon débat, moi, je pense, qu'il est à avoir. Moi, depuis longtemps, je prône que tout ce qui est hockey mineur, en tout cas, quand tu arrives à un certain âge, là, c'est genre surtout Pee-wee Batam Midget devrait passer par l'école secondaire comme aux States. Le high school, l'encadrement de high school, des coachs spécialisés, des coachs qui sont au courant de ton horaire, et surtout que l'heure des games fait que le parent toxique il est laissé en dehors de l'aréna. Regarde, tant mieux si tu veux prendre un vendredi off puis prendre une chance que ton bas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. De un. Deux, tu arrives de la NCAA, c'est une quarantaine de games. C'est évidemment, tu as un plan B.
C'est un autre débat aussi. Du plan B, non, tu veux jouer. Parce que moi, je me souviens que quand je couvrais le junior, la plainte numéro 1 que j'entendais de gars puis qui ont coaché longtemps, on parlait d'Éric Veilleux tantôt. C'est un des premiers qui m'en a parlé. Trop de games, pas assez de temps. Vous avez tout le même discours quand vous coachez junior. Je veux coacher des jeunes. Je veux leur montrer à jouer au hockey. Je veux pas être constamment en train de décider de comment c'est que j'arrange mes trios parce que là, on tâche Chicoutimi, puis après ça, on tabe Como, on traverse à Rimouski. Je veux leur montrer c'est quoi jouer au hockey. Je me trompe-tu? Pratiquer. Ouais. Pratiquer à cet âge-là, c'est crucial. Puis de trouver une façon que... Je trouve que les 35-40 matchs, des fois, à NCAA, c'est pas tout à fait assez. Puis l'autre, c'est trop. L'autre, c'est trop. De trouver le juste milieu où tu es capable d'avoir des semaines de pratique complètes ou presque. T'sais, c'est sûr que ça prend une journée de congé quelque part pour les jeunes. Hein. Mais une bonne semaine de pratique. Après ça, tu as tes 2 matchs. La fin de semaine, d'un, ça aide à l'école. 2, dans le développement des joueurs. Tu peux développer physiquement aussi à l'extérieur de la glace. Plus, tu peux mettre ton entraînement sur la glace, mais ton encadrement hors glace aussi, tu peux travailler d'une différente façon. Si tu n'as pas un match le lendemain, tu fais des triathlons, tu n'arrives pas le soir avant de faire ton triathlon, puis tu te tapes le plus gros workout que tu as fait en préparation. J'ai l'impression aussi que ça laisse un peu plus de place à du team bonding aussi. Que être en mode survie de genre, hey, non, je peux pas aller souper avec je m'en vais si j'ai des devoirs et tout ça. Parce que vous avez tous le même discours. Vous avez tout. Depuis 15 ans que j'entends les coachs juniors. Même, je me suis à un moment donné, j'avais animé le gala d'excellence de la CHL. Puis j'avais rencontré les coachs un peu à gauche, à droite, WHL, le Western Hockey League, OHL. Christ, tout le monde dit la même affaire. Ouais. Puis tout le monde me dit, pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas le nombre de matchs? On dit, c'est une question de business et de revenus. Oui, mais en même temps, il n'y a personne, à part M. Tanguay à Québec, qui s'est rendu millionnaire à être propriétaire d'une équipe. Tu es propriétaire de l'équipe junior majeure pour le plaisir de le faire. Puis tu regardes à travers le Canada, Québec, Halifax, London, une couple de places. Ouais, Kamloops, mais il n'y en a pas sur 62 équipes. Il n'y en a pas 10, là, ou à la limite. Là. Non, c'est quasiment des WSBL, là, tu comprends? T'arrives kiff, il faut que ça te tente d'être propriétaire. Non, c'est ça. Donc, puis tu sais, dans les 68 matchs, il y en a combien que le jeune il joue qui est fatigué, là. C'est le 3e match en 3 jours. Ouais. Puis même le junior, tu fais soir, mettons vendredi soir, samedi soir, dimanche après-midi. Puis en Abitibi, là. Ouais, c'est ça, avec le voyagement. Ouais. Ou ben non, tu vas sur la route pour 2, puis si, mettons, tu finis à Québec, après ça, tu joues chez vous à Drummondville, mais quand même, il faut que tu reviennes, il faut que tu dors pas pareil, tu manges pas pareil. Donc, tout ça mis ensemble, dans le développement des joueurs, puis tu parles de la progression des jeunes à travers le hockey mineur, puis tout ça, mais, moi, j'ai joué dans un hockey, dans un pays qui n'est pas vraiment hockey. Je pense que le hockey... Tu parles de la France, quand tu joues en France? Mais les coachs du hockey mineur, ils sont payés. Ils sont payés. Ouais. Puis nous autres, en France, c'est notre... Imagine, coach de hockey, juste que ça résonne dans la tête des gens. Coach de hockey, de développement en France est payé. Fait que c'est pas le beau-père qui sélectionne le neveu, le cousin, son fils, puis que... Moi, là, je suis certain là, que à travers l'école, comme tu dis, à travers... Moi, je suis certain que... Je vais juste prendre comme à Joliette, qu'il y aurait peut-être 3 gars de hockey qui seraient prêts peut-être à faire un petit peu moins d'argent que leur job régulier, mais pour faire du hockey à temps plein, puis préparer pratique. Les matchs, une fois que la game elle commence, c'est pas grave si c'est le père à un tel qui fait tourner le banc. Il fait tourner le banc. Puis, on va l'appeler le bénévole. Le bénévole. Mais l'entraînement, la préparation, c'est là que les jeunes ils se développent à cet âge-là. Puis tu sais, il y en a des bons. Mais en même temps, c'est normal aussi. Je veux dire, il faut que tu ailles passer à travers quelque chose. Faut que tu ailles apprendre. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, on a peur de revisiter notre façon de faire. Bruno Gervais m'avait déjà raconté dans le temps qu'il jouait en Allemagne. Ça faisait partie de son contrat qu'il fallait que, bénévolement, justement, qu'il participe à des pratiques de développement de tout ce qui est atome, puis oui, peu importe. Il disait, il dit, la glace était optimisé à son maximum. Ouais. Mettons, je te dis n'importe quoi, mettons que tu avais 2 groupes ensemble. Tu avais une trentaine de kids.
10 qui est dans la zone bleue qui pratique telle affaire. Dans la zone centrale, font ça. Dans la zone... Il dit, j'arrive au Québec, les 20, 30 sont en ligne pour le faire, le fameux drill. Ouais. Je fais le tour du cercle, tu me passes la puck, je shoot sur le goaler, pendant que t'en as 29 qui attendent. La banane. Pourquoi est-ce qu'on... Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a peur, tabarnak, de revisiter notre façon de penser, de développer des joueurs? Puis on le voit. Là, présentement, nous autres, on se parle. Le repêchage est arrivé il y a une semaine. Le podcast va être diffusé cet automne. On a eu quoi? Un gars de première ronde? Début de deuxième. Début de deuxième. C'est pas normal, Chris. Non, si on compare avec la Finlande, la Suède, qui sont à peu près le même nombre en population que le Québec, à peu près le même nombre de joueurs. Non, il faut vraiment, tu sais, ce que Marc Denis a fait, ce que le premier ministre Legault avait demandé de sortir un peu un état du hockey, puis... mais ça prend de l'action, tu sais. Je veux dire, on peut s'asseoir ici, on peut en parler, nous autres, moi puis toi. Ouais. Puis n'importe où, le monde, on peut en parler pendant 10 ans, mais c'est des actions. Ça prend quoi pour faire bouger ça, selon toi? Ben non, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tout le monde se mette sur la même page. C'est comme une équipe gagnante, là. Tu sais, si dans ton équipe, t'en as 10 qui veulent faire de même, 5 de même, puis 5 de même, tu sais, ça marchera pas. Fait que là, il y a le hockey scolaire, il y a le hockey civil, il y a les structures, il y a tellement d'affaires que ça tire de partout. Ouais. Puis c'est le manque de communication, parce que moi, je me souviens, j'ai parlé justement, je parle de Bruno, mais Talbot, Guillaume Latendresse, les anciens qui ont joué en haut, dans NHL, et Hockey Québec ne se parlent même pas fuck all. C'est une bataille d'ego, de tirage de couverte. Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu juste... Quand est-ce que ça devient l'intérêt du développement des jeunes? C'est ça. C'est ça, là. Je pense que, tu sais, Jocelyn, le connaissant, je pense Jocelyn Thibault. Thibault, Ouais. Tu sais, il est à la tête de Hockey Québec, puis je connais ceux qui étaient là avant, tu sais. Il n'y a personne qui est mal intentionné, mais... Là, Mais c'est nouveau, Justin. T'es en train de changer les choses. C'est ça. Mais ça prend un plan. Tu t'en vas en show, puis t'as pas de plan. C'est de l'improvisation, c'est plus un show. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Ça te prend un plan. Tu viens d'écrire la moitié de ma carrière, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça te prend un plan. Tu t'en vas bâtir une maison. Ouais. Fondation, mur, estime. Ouais. Ça te prend un plan. Mais une équipe, développer des jeunes, que ce soit au hockey, n'importe quel sport, que ce soit n'importe quel domaine, ça prend un plan. Les jeunes qui veulent devenir médecins ici au Québec, ils connaissent le plan. Ils savent c'est quoi. À Star, tu veux-tu faire? Mais t'embarques dedans, tu n'embarques pas dedans. Je veux dire, il n'y a pas 1000 façons de devenir docteur, c'est comme ça. Mais, tu sais, à chaque fois qu'on prend une grande décision de vie, il y a toujours une étincelle. Il y a toujours une espèce de moment magique. Là, on a parlé, tu as joué au Vermont, tu as joué en Europe. Ça me fait... Tu as joué Division 1 et Élite, parce que c'est deux divisions différentes. Élite est quand même le fun en France. Évidemment, on connaît toute la Suisse puis l'Allemagne, je pense, puis évidemment les pays scandinaves. Mais en France, on sous-estime la popularité du hockey dans des villes comme dans les Alpes. Chamonix, c'est ça? À Chamonix, il y a... Puis Strasbourg aussi, je me souviens à l'époque. Oui, Strasbourg sont en D1, mais à Rouen, à Angers. Et t'as dit Rouen. On voit que t'as encore gardé l'accent, t'as pas dit Rouen. Non. T'as dit Rouen. R-O-U-E-N. Mais le déclic, il se passe où dans la vie de Dominique Ducharme de faire comme genre, Chris, que j'ai envie de coacher? J'ai un contact. J'ai l'impression que tu as toujours été un leader de vestiaire. Parce que pour moi, pas vrai? Non. Je suis certain que tu me demandes à mes coéquipiers. Moi, je suis un gars tranquille, je faisais mes affaires. J'avais du fun. Je m'entendais avec tout le monde. Ouais, t'étais pas le weird dans le coin de gens qui disait pas un mot, genre, qu'est-ce qu'il fait, lui, il va Non, puis tu sais, je pense que, en quelque sorte, un leader, mais j'étais pas comme celui qui se mettait en avant, qui faisait des sparages, qui pompait tout le monde. On n'est pas Marc Messier ici. C'est pas c'est à ma façon. Je complètement différent comme coach. Tu sais, à ma façon d'approcher les choses, je l'ai dit tantôt. Mais, tu parlais de Bruno, qui était en Allemagne. Ben, tranquillement, tu sais, moi, j'avais étudié en éducation physique au Vermont. Je savais que après, je finissais de jouer, je voulais rester dans le Quand tu as 210 sur ton anglais dans la SCT, éducation physique semble... Hey, attends, ils nous ont envoyé passer un... Excuse-moi, je pensais que tu allais m'envoyer chier. Mais ça, je vais le faire après. Non, mais c'est... Non, mais puis peut-être que si je refaisais la même affaire, probablement, je n'irais pas là-dedans. Mais bizarrement,
Je pense que ça m'a aidé comme coach, pareil. Ah oui, mais c'est un lien logique, man. Je veux dire, tu fais de l'activité physique, tu joues au hockey, je veux dire. Non. Mais je m'aurais pas vu enseigner. Je me reprends pas avant que tu m'envoies chier, je suis très sincère. Non, mais je me vois pas. Je m'aurais pas vu enseigner. La biologie, 30 ans, tu sais. Fait que. Ouais. Donc, j'étais. Puis moi, je pars en France. T'as quel âge quand tu pars en France? Je finis au collège. Je joue dans la Ligue américaine. 23? 95, donc 22. Je joue dans la Ligue américaine un peu. Puis dans ce temps-là, tu sais, ça joue à 3 lignes plus 1. C'est pas 4 lignes. Il y a 17 joueurs, ouais. Hein? Mais ouais. C'est 3 lignes. Non. Fait que, tu sais, moi, je suis pas repêché. T'as joué où? Je joué à Cornwall. C'était qui, coach? Ah, ben Bob. Ouais, exact. Fait que Bob m'a demandé... Là, tu as vu que Cornwall avait une équipe de la Ligue américaine? Il me dit, tu vas aller dans l'East Coast, faut que tu joues. Tu sais, faut que tu joues. Et là, je me retourne. C'est une école en soi. T'étais où dans l'East Coast? Je suis allé à Huntington. Virginia? West Virginia. West Virginia. J'étais pas loin. Ah, c'est correct. J'aimerais qu'on marque le point pour... Ouais. C'est bon, je le marque. Exact. Mais là, c'est une école de la vie, jouer dans une... Non, parle-moi-en un peu. J'ai l'impression que c'est une version améliorée des Chiefs. Ben, on jouait contre les Chiefs de Johnstown. Ouais. Mais, tu sais, quand je te disais, je croyais pas que je pouvais me rendre là. Fait que je me disais, je fais quoi? Je fais quoi ici? Tu sais, moi, dans la Ligue américaine, je me disais, OK, faut que je passe à travers, puis si je réussis à m'établir, progresser, peut-être j'ai une chance de jouer, mais une fois rendu là, je sais que je ne serai pas joueur de la Ligue nationale. J'ai mon diplôme dans mes poches, je peux jouer au hockey, m'amuser, faire de l'argent assez pour bien vivre. Puis, ouais, c'est ce qu'on veut, gagner sa vie à faire son rêve. T'sais. Puis avec des bonnes expériences, je veux m'en aller en Europe. T'sais. Mais là, j'ai un chum que j'avais joué avec au Vermont, et il m'appelle 23 décembre, on vient de jouer. Je pense qu'on en joue 3 en ligne, 21, 22, 23. Il m'appelle, il dit « Hey, je retourne pas après Noël. » Je redescends au Québec, je retourne pas. Qui lui jouait en D1? Il jouait en D1. Élite, il me dit, si tu veux, là, viens prendre ma place. J'ai un bon contrat, tout ça. Mais moi, je sais pas, je connais pas les divisions. J'ai jamais checké vraiment. Je me disais un jour, je vais aller en Europe, mais je sais pas comment. Je sais même pas dans quelle ligue il joue. Il me dit juste à Toulouse. Parfait. Laisse-moi checker, voir. Faut que je me libère de mon contrat. T'sais. Puis là, il faut que l'équipe française parle avec le gars de la East Coast pour libérer. T'avais quoi? T'avais un contrat de Ligue américaine? T'avais pas un contrat de. Non, j'avais un contrat de la East Coast. Hein. C'est ça, t'avais pas un two-way. Là. T'avais pas j'avais pas un two-way parce que. Non, le contrat de la Ligue américaine que j'avais, c'était comme au match. C'était comme un PTO, c'était comme un essai de 25 games. Oh, ouais. Ouais, fait que. ça, ils peuvent mettre fin à ça n'importe quand. Fait qu'après ça, j'arrive dans l'East Coast, j'ai un contrat, c'est par semaine. Même affaire aussi. Fait qu'à ce qu'ils s'entendent, moi je pars. Je sais que je m'en vais à Toulouse, mais j'ai aucune idée que ça va là. Attends, tu serais déçu que tu pars de Huntington, West Virginia à Toulouse? Le choc de culture, là. Upgrade. Juste au point de vue de la bouffe, oui. Oh non, de tout. Hey, on joue dans un garage. À Huntington? C'est un vieux. Je te dirais, d'après moi, c'est un vieux hangar de je sais pas quoi, une vieille entrepôt. Puis là, ils ont dit, ben, on va faire une arena. Tant qu'à fait que faire. là, ils ont mis tout ce que ça prenait pour faire un plancher, pour avoir la glace. Ils ont mis des estrades. Là, tu vas Paul Newman débarquer sa glace, faire OK, là, c'est vraiment de la marde, mon affaire, le gars. Fait que, c'est ça, fait que moi, je pars. J'ai aucune idée. Man, du jour au lendemain. J'ai aucune C'est idée. dans le sud de la France, température est différente. Tu dis, qu'est-ce que c'est? Ça sonne pas hockey. Strasbourg, qui est dans le nord-est, pas loin de l'Allemagne, il y a une connotation hockey, mais Toulouse. Mon chum me dit, tu vois, c'est le fun, le contrat est bon. Il me donne ça, ça avait du sens. Il m'avait dit, tu vois, ça a de l'allure, pis tout. J'y vais. Mais tu sais, je savais pas c'était quelle division. J'avais aucune idée. C'est-tu 1 ou élite? 1. OK. Fait que là, j'ai grindé ma montée jusqu'en élite. Puis, première fois j'arrive dans le vestiaire, tu sais, je me suis fait tellement des bons amis là-bas. Je suis encore en contact avec eux autres. Il y en a 2 qui restent à Saint-Martin aujourd'hui, dans les Antilles. Jouer visiter. Ils viennent des fois. Mais je rentre dans le vestiaire. Mais dans le vestiaire aussi, tu parlais de la bouffe, tu parlais de les gars, ça fait, je sais pas, 10 ans qu'ils jouent ensemble.
il rentre, il se faisait la bise dans le vestiaire. Moi, j'étais assis. C'est pas le fist bump américain, là. Non. T'es obligé de donner la main à tout le monde, là. T'arrives en France, faut que tu ailles voir tout le monde, tu vas donner la main. La bise. Puis les autres, en plus, c'était la bise. Là, non, puis je vais te faire une parenthèse là-dessus, parce que je me souviens, parce que là, tu vois, moi, je suis allé en France plusieurs fois ces temps-ci, puis la bise est morte depuis la COVID. La COVID, hein? C'est vraiment comme nous autres. Hein? Mais je me souviens enfin, puis je me disais, quelqu'un me racontait ce qui est le fun de la bise, c'est. Puis l'exemple d'un vestiaire de hockey est parfait parce que il y a toujours un peu de marde qui se pogne entre deux coéquipiers. C'est la vie, c'est normal. Mais parce que quand tu rentres, faut que tu te fasses la bise, ça calme de. Ouais. Tu m'as fait chier hier, je te crissais mon poing sur la gueule, mais bon matin, je te fais la bise. Déjà, il y a un côté. Non, je me trompe. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment juste les bons amis dans l'équipe qui faisaient ça. Sinon, il fallait que tu sois là. OK. Au moins la main à tout le Il monde. y avait une hiérarchie de la bise. Ouais, c'est ça. Il fallait que tu deviennes un grand ami. J'adore. Ben, j'étais bien correct au début avec juste le donner la main. Moi, là. Ouais. Puis là, on joue, puis là, je reviens, je repose ma question de. Il y a toujours un élément déclencheur. Ouais. Il y a un clic, il y a un moment On s'est magique. égaré. Genre, si je vais être un coach. Non, mais je savais que je voulais rester à le l'hockey. hockey. Le plus possible, t'as pas d'inquiétude. Mais, tu sais, Bruno, il parlait qu'il impliquait les joueurs en Allemagne. Ouais. Mais ça faisait partie de mon contrat aussi. Je coachais une équipe Bam-Tam. Je faisais des pratiques pour une équipe Bam-Tam. Fait que moi, j'étais sur la glace avec eux autres. Je les ai pratiqués la semaine. Puis là, il y avait des parents coachs que quand les matchs arrivaient, c'est eux autres qui coachaient. Mais moi, c'est moi qui les entraînais. Fait que j'ai fait ça avec eux à Toulouse. Quand je suis arrivé à Cergy, mais dans ce temps-là, il y avait dans leur équipe de filles 12 ou 13 qui étaient dans l'équipe nationale, jouaient dans la même équipe. Puis ils jouaient à Cergy. Fait que là, ils m'ont donné les filles. Fait que là, c'était le fun. Il y avait quand même un bon calibre. Fait que je travaillais avec eux autres pendant 2 ans. Puis après ça, en Anglette, j'allais sur la glace avec les juniors. Puis, il y a une espèce de mêlée coup de foudre où ça s'est développé. Ouais, mais ça? en plus, c'est que ma dernière année, je te parlais de Bob Ouellet tantôt, c'est notre capitaine à Anglette. Notre coach tombe malade. Coach français ou un coach. C'est un coach espagnol. Attends. Carlos. Non, mais non, tu me niaises. Non, Carlos Gordoville. OK. Il a coaché longtemps en je viens France. de me stouler de mon stéréotype d'un coach espagnol de hockey. Je m'assume Carlos, puis je le salue. Puis un vrai passionné, hein. Vrai passionné. Espagnol d'Espagne ou espagnol genre nord-américain? San Sébastien. Ben, à 40 km d'Anglette, là. Il avait coaché à Bordeaux avant. Puis, c'est merveilleux, j'adore ça. Puis Carlos il tombe malade, il peut pas coacher pendant un mois et demi. Dans ce temps-là, il n'y a pas vraiment d'assistant qui travaille avec lui. Qui devient en charge de l'équipe, c'est Bob Ouellet. Qui prépare les pratiques, les vidéos, les plans de match. Ça devient toi? Avec Bob puis moi. Fait que là, on travaille là-dessus. Là. Je sais que je le sais. C'est ça que je veux faire. Parce que là, tu sais, coacher des Bam-Tam, coacher l'équipe de filles que j'aimais bien. Mais là, tu sais, on coachait pro en même temps. En même temps qu'on jouait, mais Bob s'est blessé. Fait qu'il s'est plus concentré à coacher pendant. Ça a donné qu'il s'est blessé pendant ce temps-là. Fait qu'il s'est plus concentré à ça. Mais c'est là vraiment qu'il a. L'étincelle, là, tu sais. Là, je savais que c'est ça que je voulais faire. Puis là, le cheminement, tu sais, parce que là, comme je te dis, moi, la première fois que je te rencontre, t'es assistant coach au Junior de Verdun. Une belle expérience, nouvelle équipe à Montréal, Pascal Vincent, qui est le jeune étoile. On en a parlé un peu en dehors des caméras, on en parlera peut-être un peu. Ça me surprend que Pascal n'ait pas encore fait le saut vraiment en haut, mais t'es assistant coach dans la ligue. Puis tu sais, moi, comme j'ai dit, c'est une ligue que j'affectionne énormément, le hockey junior. Je trouve que c'est très chez nous. Je trouve qu'il n'y a rien qui bat l'odeur d'une poutine. Pour ceux qui veulent mettre fin au débat, les deux meilleurs. Ben, je sais pas, j'ai pas goûté à nouvelle au nouveau centre Slush Poppy à Gatineau. Ouais, ils ont un peu. C'est un assez beau centre, mais c'est côté bouffe, ils sont un peu vendus côté bouffe. Je parlais encore. Mais c'était-tu Robert Giffard, comment ça s'appelle? Robert Gartin. Robert Gartin. Qu'est-ce que c'était le vieux sa meilleure Bob. Poutine en. Puis là, ça sentait la poutine, puis le popcorn. Puis les restaurants, ils étaient dans le coin. Ouais. Mais en arrière des estrades, il n'y avait rien, là, c'était pas fermé. Fait que les odeurs, ça rentrait de partout. Exact. La bière, popcorn, poutine, hot dog. Fait question de partir de la merde à travers le Québec et les Maritimes qui font partie de la Ligue.
Meilleure poutine, à l'époque, Gatineau. Drummond deuxième, pas le choix. Ouais. Et Val-d'Or, t'es quand même pas pire. Mais, tu sais, je me souviens... Puis c'est drôle parce que Pascal était très verbomoteur. On était chum, on s'était rencontrés au Festival Juste pour rire. Mais la première fois que je t'ai rencontré, je pense qu'on s'est dit 3 mots. T'es quand même quelqu'un de stoïque, un peu. Mais elle veut pas... Tu sais, lorsqu'il vient le temps de coacher, elle se fait où la limite, surtout aux juniors? Parce que là, oui, tout le monde qui se pose des questions sur on va-tu parler de Atlanta qui est dans le Canadien? Peut-être, ben oui, bien sûr, mais pas de la même façon que vous allez penser. Fuck les potins. Mais être un technicien de hockey, c'est une chose. D'être un communicateur de hockey, c'est une autre affaire. Et quand tu arrives comme assistant dans le junior, en sachant très bien que Chris veut pas, t'es un head coach et tout, comment tu développes ça aussi? Comment tu prends ta place? Puis comment que le contact se fait avec les gens? Ouais, mais ça, je te dirais que ceux qui me voient comme ça, puis... Ah, moi, la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as fait peur. Ouais, non, mais... mais on dirait que c'est ma place. Tu sais, peut-être que toi, c'est le stage, mais remarque, t'es pas mal toujours pareil. Là, ouais. Tu vas sur le stage, c'est pas mal. Moi, vraiment, pour communiquer puis parler au groupe, je suis à ma place dans la chambre de hockey ou mets-moi une TV puis un tableau puis les joueurs en avant. Puis on va se parler. Ça, c'est ma place. C'est ton comfort zone. Ouais, je suis à l'aise. C'est là que je me sens le mieux. C'est là que j'ai du fun aussi. Fait que, mais ce qui était bien avec Pascal, c'est que c'est un gars d'expérience. À ce moment-là, il avait passé... C'était sa 3e, 4e année, c'était la vedette. Il avait passé 10 ans à Cap-Breton. Oh, 10 ans? Ouais, peut-être 9. OK, ouais, mais... En tout cas, ça faisait longtemps qu'il était dans la ligue. Là, le junior arrive. Ouais, mais il a adoré, il aimait ça, mais on venait à Montréal, c'était un autre défi aussi. Avec la nouvelle équipe, nouvelle zone, puis tout ça. Sauf que... Tu le connaissais-tu avant? Non. Je ne connaissais pas avant, mais ce que j'ai aimé le plus, c'est qu'il y avait déjà cette expérience-là. Puis il me donnait l'espace pour avancer, pour me donner confiance. J'ai appris beaucoup de voir comment il prenait soin des choses, comment il préparait les affaires. Puis, pour moi, c'était extraordinaire. Puis en plus, il me donnait de plus en plus de responsabilités. Tranquillement, il a appris à me connaître aussi. Mais tranquillement, il me donnait de plus en plus de responsabilités. Puis, ça a été pour moi la plus belle préparation avant d'aller à Halifax, c'était d'avoir travaillé avec Pascal, puis comment il m'a fait confiance aussi à travers ce temps-là. Fait que quand je suis arrivé à Halifax, j'étais vraiment prêt. Parce que t'as coaché quoi, 2 ans à Verdun? 3? T'as pas été à Blainville, t'as sauté tout de suite à Halifax, c'est ça? Quand Joël est devenu head coach à Blainville, et là, parce que Pascal est parti avec le Moose. Ouais, mais là, c'est pas fait parce que moi, je signe à Halifax. Au mois d'avril, je signe à Halifax. Le club est vendu à Québécois, Joël et compagnie. Ouais. Je te dirais après le repêchage junior, je pense. Fait qu'on a dit en juin. Fait que Pascal est encore directeur général, coach de l'Armada. Ouais. Les Jets ont déménagé d'Atlanta à... Ouais, le fameux putsch que j'espère que fucking quelqu'un à Phoenix va faire, mais c'est un autre sujet, là, tu sais, mais bon. Il se fait appeler... Il se fait nommer... Head coach des Moose? Non, il s'en va assistant coach avec les Jets. Ah oui, t'as raison, il était en haut avant d'aller, ben oui. Oui, après ça, il est allé... Puis là, ben... C'était qui le head coach, t'en souviens-tu? C'est Claude Noël, avec les Jets. Ah ouais, ça n'a pas fait longtemps, ça n'a pas été une belle expérience. Fait que finalement... Si je restais avec l'Armada ou avec le junior, ben peut-être que je devenais le coach. Mais là, tu sais, j'avais une opportunité de partir à Halifax. Puis Halifax, c'est... On parle de Québec. Là, moi, je pense que, tu sais, Québec, Halifax, c'est probablement... Ouais. Bon, là, je sais qu'il y en a qui vont sortir des petites pancartes, là, tu sais, le fanbase de Val-d'Or est extraordinaire. Chicoutimi, c'est la même affaire. Gatineau, j'en parlais tantôt. Mais c'est les 2 plus gros arénas du Québec, Halifax et Québec. Puis, veut pas, les revenus font en sorte que ça devient très prestigieux, où ce que tu peux... Tu sais, tes joueurs ont cette espèce de sentiment-là, encore plus qu'ailleurs, d'être un peu proche du show, si on peut dire. Coacher à Halifax, c'est pas plate. Non. En France, pour dire ça. Là. Non, tu sais, autant... Tu parles de l'aréna, l'organisation. C'est une nasty d'aréna. Moi, je l'ai vu, c'est une crise d'aréna. Puis les gens, puis la ville. Ouais. Tu sais, c'est une belle ville assez grande. Pas trop petite, mais assez grande en même temps. C'est bord de l'eau. Les Moussettes,
c'est le numéro 1. C'est le sport numéro 1. Quand t'es surpris, il était en reconstruction ou ils t'ont amené pour on est sur le bord de la coupe? Il était comme... Non, il était pas encore sur le bord de la coupe. Il était comme dans le milieu de la reconstruction. Et j'ai signé avec eux. Il y a eu le repêchage junior. Fait que là, on a repêché... T'avais-tu un mot à dire? Non. Pas vraiment. Ben, on a eu le deuxième choix. On était deuxième overall. Ouais. Pas l'aller McKinnon? Premier overall, McKinnon à Baie-Comeau. Ouais. Deuxième overall, Joe Drouin. Puis là, écoute, que Joe, il est avec nous. Il est repêché. Plus tard dans l'été, les Moussettes font l'échange pour Nathan. Ben là. Fait que là, puis on repêche Zach Fucale. Fait que j'ai 3 jeunes de 16 ans qui sont plein de potentiel. Je sais pas, man. Zach Fucale. Moi, je l'ai adoré. Moi, ça me surprend que... Fait que c'était... la première année, c'était vraiment une année... Tu sais, on a fini... T'as eu 3 cadeaux de Noël comme baptême de head coach, là. Mais oui, à travailler avec des jeunes comme ça, c'est... Mais là, il fallait en même temps tout mettre ça ensemble, puis il fallait les faire grandir là-dedans. Il fallait mettre ça en équipe. Puis ce que j'ai aimé de notre première année, c'est que, tu sais, on avait eu une bonne saison. On finit, je sais pas, 5-6e dans la ligue. T'sais, on n'est pas au top. On arrive d'un playoff, puis on gagne la première ronde. On s'en va en deuxième ronde contre Québec. Tu sais, jouer au Colisée, tout ça. Fait que... Pat était là ou Pat était là? Les Remparts prennent une avance de 3-0 dans la série. Puis là, on revient, on fait un comeback, puis on gagne en 7. Hey, j'avais oublié ça. Puis après ça, on perd demi-finale contre... Attends, mais c'est un comeback. Vous avez gagné 4 games de suite pour gagner en 7 contre Patrick Rouen. J'espère que dans ton CV, c'est quand même marqué assez haut. Non, c'est pas marqué contre Patrick. Mais moi, je mettrais sa photo. Mais quand on pense à l'année d'après, l'année qu'on gagne, ce qu'on a vécu à ce moment-là, ça a été... la meilleure chose pour former notre équipe. Autant l'adversité qu'on avait eue à passer à travers pour revenir contre Québec, aller en demi-finale contre Rimouski, qui était... C'était Alex Belzile. Ouais. Il y avait une bonne équipe. Boisjoli qui coachait, j'imagine? C'est Serge Beausoleil. Ouais. Beausoleil. Fait que, encore là, on perd les 2 premières, on revient 2-2. Finalement, on perd en 6 en prolongation, mais... Quand on a commencé la saison d'après, on dirait qu'on est parti de où on était. Le McKinnon et Drouin ont 2 ans de junior. Ils ont 1 an junior. Un an junior, OK. C'est la deuxième année. Mais comme équipe aussi, quand Nate et Joe, l'année où on a gagné, en 2012-13, ils vont au championnat mondial junior. On joue, je pense, 10 matchs. Notre fiche, c'est 8-1-1. Fait que le mot profondeur s'applique. Fait qu'on a notre équipe, on était rendu rodé. Quand on est arrivé à la fin de la saison... C'est un crise de signe, ça. Tu perds Joe Drouin puis McKinnon puis pendant ta saison. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pendant le championnat junior, la saison évidemment de la Ligue junior majeure du Québec continue. Une dizaine de matchs. Souvent, on voit un petit drop dépendant de qui part. Chris, man, équipe, tu avais construit la confiance dans l'équipe. Un système de jeu assez hallucinant parce que, je le répète, c'est McKinnon. Puis Zach était parti aussi? Non, pas Zach. Non, pas Zach. Okay. Il l'a fait plus tard. Parfait. Mais parce que coaché, il a pas coaché, il a joué après. Mais tu perds Drouin et McKinnon. Ouais. Non, mais écoute, tu perds ça dans ton pool, t'es en tabarnak. Fait qu'imagine pendant 10 games. Ça a été bon, autant des 2 côtés. Pour nos joueurs, de dire, ceux que Nate et Joe sont partis, autant de dire, pour eux autres, de prendre charge, de dire, OK, on va montrer, on est une bonne équipe. Autant pour Nate et Joe aussi de vivre cette expérience-là, puis de regarder en arrière et de dire, hey, les gars, on est sharp, là, on a une bonne équipe avec nous autres, il y a quelque chose qu'on peut faire. Là. Ils savent qu'ils sont importants pour l'équipe, c'est certain. Ouais. Mais ils savent aussi qu'ils sont bien entourés, mais qu'ils reviennent, qu'il y a des grandes choses qui peuvent arriver. Fait que, on a continué à bâtir ça, puis vraiment, je te dirais que notre victoire de la Coupe Memorial, c'était une progression pendant 2 ans, quasiment avec la même groupe. Puis qu'on a... à la fin, je pense qu'on... Il n'y a plus rien qui pourrait nous arriver, on dirait. Là. Moi, je me souviens... moi, j'étais là à la Coupe Memorial quand Shawi a gagné. En 2012. Chez eux. Quelle histoire, man. Il était sorti en... Deuxième. Premier ou deuxième? Il y avait eu comme 40 jours de congé quasiment avant de commencer. Ils ont fini 3e. Le match, le bris d'égalité parce que ça marche de même, 4e contre 3. Ils gagnent évidemment la demi-finale. En finale, en overtime.
Man, je me souviens, moi, j'ai une photo que je n'oublierai jamais, là, de Bournival, Michael Bournival, qui fucking... Moi puis lui, ici, qui se fait un câlin. C'était tellement magique. Puis ça a été un peu une dominance après ça. Parce que pendant longtemps, je pense que maintenant, on était comme genre 15-20 ans sans gagner ici, la Coupe Memorial. Oui, puis après ça, de là, Moosehead, Québec, etc. Il y a eu Saint John en 2011, tu sais, avec Huberdeau, tout ça. Écoute, quand tu dis qu'Acadie Batters a gagné la Coupe, honnêtement, là, tu sais, c'est... Ouais, je vais pas faire le commentaire. Non, mais tu sais... 2011, Saint John, 2012, les Cataractes, puis tu sais, Éric Veilleux a fait tout un travail pour préparer son équipe. Ouais, Mondou, le mal-aimé des GM, avait été chercher bien du renfort aussi. Pendant ces 40 jours-là, c'est pas grave, justement, c'est un challenge. Il a fait la job, Callis, là. Ça, là, tu sais, quand tu rentres des nouveaux joueurs comme ça, puis c'est le plus gros challenge d'une équipe qui reçoit la Coupe Memorial. Tu sais que tu vas être au tournoi. Tu sais, c'est arrivé à Saint John, là, 2 ans. Tu sais, là, tu vas chercher des joueurs, mais là, les mettre ensemble. Tu sais, quand on parlait de notre saison à nous autres, tu sais, on était 2 ans quasiment avec le même groupe. Mais là, quand il y a des nouveaux, puis là, ça va vite. C'est pas des petits joueurs. C'est le gars de 19-20 ans en général. Tu t'échanges. Quand tu participes à la Coupe Memorial, tu vas pas chercher un 17 ans. Là. Non. Fait que c'est des gars qui ont de l'expérience. Je veux pas dire qu'ils ont de l'ego, mais c'est pas de la merde. Tu vas y chercher pour une raison. Fait que sans dire qu'il y a une certaine attente de leur part aussi, j'imagine, non? Et puis c'est la chimie dans l'équipe. C'est ça. C'est le rôle de Max Martin qui était là. Puis là, il y en a 2 qui arrivent. Comme ça que tu me dis ça comme exemple. Je suis très flatté. Puis Max, il se retrouve, puis tu sais, il a plus le même temps de jeu. Fait que là, tu sais, il y a bien des choses. Moi, je connais Max, il avait en tabarnak. Ben, selon moi, oui, mais... Son attitude de merde. Mais Eric avait fait de l'excellent travail pour les 40 jours préparer le tournoi, puis c'était récompensé. Ouais. Puis là, après, c'était nous qui ont gagné, fait donc 3 ans en ligne. Puis là, ben, ça fait 4 fois. Ça fait 4 ans, man. 4 fois. Fait que, tu sais, je pense que depuis les 11 dernières années, à part il y a un an ou 2, si on a gagné 6-7. Écoute, c'est énorme. Et c'est pour ça que je me demande, et c'est ça qui me frustre à chaque fois. Comment ça fait que Chris, on gagne la Coupe Memorial, puis on est snobé au repêchage? Je veux dire, Chris, on voit, hey, gars, les gars de Québec, on a-tu vu c'était quoi une équipe complète cette année? Là, oui, donnons tout le crédit à Pat parce que c'est un excellent coach. On s'entend dessus. Même chose quand tu étais à Saint-Jean. À Halifax, excuse-moi, je ne sais pas si c'était là. Je veux dire, calisse! On gagne la Coupe Memorial, on est snobé au championnat junior, puis on est snobé au repêchage. Moi, ça me fascine. Ben, je suis pas en désaccord avec toi, mais il y a des choses pour moi qui sont différentes pareil. Tu peux être un excellent joueur junior, puis tu feras pas une carrière dans le national. Tu regardes notre équipe à Halifax, on avait deux super vedettes, mais on avait plusieurs bons joueurs qui après sont devenus des joueurs universitaires. Vraiment des bons joueurs juniors qui faisaient 75, 80, 85 points, puis qui jouaient de la bonne façon. Ça, c'est une chose. Le développement des joueurs, pour moi, c'est un peu autre chose. C'est pas tout à fait la même chose. Ça peut sembler facile ce que je viens de dire, parce que je sais comme tu viens de dire, puis tu veux pas, c'est un complément d'équipe comme tu dis, mais je sais pas, ça me fait chier à chaque année de voir comment que... Parce que je reviens à ce qu'on disait tantôt, c'est une question de Hockey Québec, c'est une question de développement, puis tu sais, oui, nous autres, on cherche des noms francophones, mais tu sais, je veux dire, il y a des tickets des maritimes aussi qui jouent là, tu sais, mais le dernier repêchage, je checkais le QMGN, mais en même temps, il y a tout le temps des années que ça va être mieux, puis d'autres années que ça va être... Oui. Ça, c'est normal. On a eu 3 en première ronde. C'est ça. Puis une année, j'ai coaché l'équipe Canada Junior. On était, je pense, 7 Québécois. Puis l'année d'après, j'en avais 1. C'est pas parce que je les aime pas. Je suis Québécois. C'est l'année, ouais. Fait que, tu sais, c'est Nicolas... L'année qu'on était 7, c'était Nicolas Roy, Pierre-Luc Dubois, Julien Gauthier et compagnie. Puis l'autre année d'après, c'était Maxime Comtois. Mais moi, je veux qu'on en profite pour sauter, parce que évidemment, on pourrait parler 6 heures de temps. Moi, tu as coaché la meilleure game de hockey que j'ai vue à vie. Tu sais où est-ce que je m'en vais? Ouais. Toutes catégories confondues. Je parle Ligue nationale, tournois internationaux. Moi, je viens de l'époque où tu avais la Coupe Canada, je sais pas trop quoi. Des années Coupe 80, Canada, 87. Ouais, exact. L'année où on a même vu Lemieux et Gretzky sur le même trio, avec Dale Howard Jack. Et j'étais dans une section avec du monde RDS. Je me souviens, c'est l'ancien maire de Montréal. Denis Coderre. On était, écoute, sérieux. Et là, on se rend en finale contre... vous rendez en finale contre les Américains.
pour la médaille d'or, évidemment. Et bon, ça finit en shootout, ça, je veux pas en parler parce que j'ai encore le mal de cœur. Ça s'est rendu en overtime. Écoute, man, c'est un centre belle. Il y a 20 000 personnes. Carlis, je veux qu'on prenne 5 minutes pour en parler de cette game-là. Parce que ça a été... Je me souviens des 3 périodes, évidemment. Je me souviens qu'à un certain moment donné, il n'y a plus personne qui s'est jamais rassis. J'ai jamais vu ça dans une game de hockey, là. Il n'y a plus personne qui a déposé son hostie de cul sur un banc. L'overtime, là, je te connaissais à l'époque. Et l'overtime, je me souviens, là, c'est rouge. Puis pas dompe la puck, là. Non. On se fait des passes, on a un esti de shot sur le goaler, il l'a arrêté. Fuck! Repli défensif. Ils reviennent, ils shootent sur le goaler. Et je te jure, à travers l'action, je te regardais toi, t'as les 2 estis de main dans les poches. Non, jamais ça, pardon. Je le sais, mais... L'arrière du dos. L'arrière du dos? OK. Ou devant. Mais juste ça. Man, comment t'es resté... Fuck, t'avais l'air du gars le plus calme au monde, mais sûr qui sait que ça faisait ça, là. Ben, non, mais tu ressens le moment, mais en même temps, faut que tu restes dedans, tes changements. Fait que... T'avais-tu le dernier changement ou c'était USA qui avait le dernier changement? C'est eux autres qui l'avaient, mais c'est pas grave. Des fois, c'est encore... J'ai jamais encore mieux coaché quand j'ai pas le dernier changement. Le dernier changement, oui. Pas vrai? Ben ouais. Mais on en parlera si tu veux plus tard, mais quel match? Après ça, j'ai coaché adjoint puis en chef avec le Canadien. Puis oui, il y a eu la pandémie et tout ça. Mais j'ai jamais entendu le Centre Bell aussi bruyant que ce match-là. Puis quand tu savais que les Canadiens, saison difficile, mais aussi une crise de bonne saison. L'année, vous êtes rendu en finale. Ouais, Imagine la finale de la Ligue nationale, pas aussi fucking... Le bruit pas aussi... Il y avait 5000, nous autres. Ah ouais, c'est vrai. Ah non, tu viens de péter probablement que ça aurait pu se ressembler. Là. Regardons le côté romantique que le hockey junior aurait quand même pété à bulle. Quand ils ont annoncé, puis tu as raison, là, l'ambiance qu'il y a, quand ils ont annoncé, bon, maintenant, on va se diriger en tir de barrage, on a senti le Centre Bell faire comme tomber silencieux, comme non, on va pas finir ça comme ça. On veut une autre période. C'est comme un rappel. C'est comme, on me rappelle de mon show. J'aimerais ça faire un numéro, mais à la place, je vais vous lire un texte que je viens d'écrire et de tout. T'as-tu ressenti ça? On est en tabarnak. Honnêtement, là. Tu sais, l'époque des émeutes, du forum et tout, c'est ça que ça aurait quasiment donné. Je veux dire, c'était de... Quel cas était... C'est comme avoir la meilleure baise au monde, puis comme... C'est venir trop vite, tu comprends tout ce que je veux dire? C'était comme... Non, mais c'est l'exemple que je peux donner, je suis désolé. Moi, ce que je veux savoir aussi, et comme... Nicolas Roy, comme défenseur, t'as Dubois. C'est qui est dans le net? Gauthier, c'est Carter Hart. Carter Hart. T'as Julien Gauthier, choix de première ronde, qui est... Chabot, es-tu là aussi? Ouais. Mais d'un côté, t'avais Chabot, puis de l'autre côté, t'avais McAvoy. McAvoy. Puis les deux. Le tabarnak, je le vois encore numéro 4, je pense, à la Barbie. En tout cas, peu importe son numéro. Je le voyais parce que moi, j'étais assis du côté. Pendant l'overtime, j'étais du côté américain. Puis dès qu'il pognait à la puck, on devenait nerveux. Mais les deux. C'est les deux. Chabot a eu. C'est probablement le meilleur match que j'ai vu un junior jouer dans un match junior. McAvoy ou Chabot? Chabot. Puis les deux se relançaient. Chabot, tu sais, le match a duré 80 minutes parce que c'est 4 périodes. Chabot a joué 40 minutes ce soir-là. 40 minutes. Puis à la fin, il y avait encore du jeu. C'est un patineur qui est efficace, qui est fluide, tout ça. Là. Mais quel match les deux ont eu. Même le coach américain, après, là, on s'est parlé. Puis, on parlait des deux. Comment c'était comme les deux stars de la game, là, comment ils contrôlaient la game. Corps arrière à ligne bleue. C'est l'exemple parfait de la différence que ça peut faire dans une game. Ouais. Parce que tu vois que quand Chabot ou McAvoy avait la puck, on dirait que tout le restant de la glace fait comme OK, tabarnak. Bon, lui en puck, elle va se passer à quelque part où il va venir, Chris, il va s'enligner. Tu sais, ça met tout le monde sur leur garde, je trouve. Comment t'as réussi à garder les gars calmes sur le banc, là, où ça se fait pas, où c'est juste de l'adrénaline, genre next! Tu sais, c'est quasiment comme une vague de débarquement de Normandie, c'est genre go, 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 go. Là. Si je pouvais retourner à un moment, c'est qu'en troisième période, Mathieu Joseph, il score, il fait 4-2 pour nous autres. Puis là, c'est là que Charles Sambel, vraiment,
c'est plus des applaudissements, c'est comme un bourdonnement. Là. Non, les murs shake. Puis j'ai senti mes gars sur le banc, fait wow, c'est quoi ça? Puis tout de suite, ils scorent 4-3, 4-4. T'aurais collé un time-out? Ben, c'est assez... Non, mais avec du recul, tu dis si je faisais une chose Non, différemment. mais même moi, j'ai été comme surpris un peu. Ah ouais? Mais tu sais, de voir que... Oh wow, tu sais, je me suis dit, wow, c'est loud, ça. Puis, je sais pas, peut-être, tu sais, j'aurais fait de quoi. Mais j'aimerais ça retourner à ce moment-là. Peut-être que, tu sais, on va ralentir la game. J'ai trouvé un moyen, peut-être, de sortir quelque chose. Mais c'est normal que tu étais pogné dans l'émotion aussi. J'aurais piché 5 cents à la glace, quelque chose, pour que les arbitres les ramassent. Non. Juste pour... Non, mais Joe Gagnon, pour arrêter un peu. J'aurais fait quelque chose. Tu penses que ça a shaké les joueurs, à ce moment-là? Ah, puis on scorait tout ça. Puis on scorait après. Ouais, mais on dirait... Hughes, étais-tu là? Non. Mais on dirait que... Il n'y a pas Hughes du mais on dirait que cette game-là était faite pour aller en overtime. T'sais, il aurait pris les devants, on serait revenu. On prenait les devants, il revenait. Cette game-là était faite pour aller en overtime. C'est vraiment tout un match. Malheureusement, on n'a pas un aussi bon souvenir de notre côté parce que ça n'a pas tombé de notre côté. Sauf que ça a rendu notre victoire à Buffalo l'année d'après encore plus spéciale parce que j'avais 5-6 gars qui avaient passé à travers ça. Ouais, mais t'aurais dû gagner à la maison, c'est sûr. À la maison, mais à Buffalo en même temps, c'était pas mal canadien. Ouais. Étant donné que c'est pas mal proche. Mais d'avoir pu le faire au Centre Bell. L'année d'avant, mon père était décédé pendant le tournoi en Finlande. D'avoir pu faire ça au Centre Bell, ça aurait été spécial. Mais ça m'a donné une raison d'y retourner l'année d'après. Puis vraiment, mais là, rendu là, par exemple, t'as le feeling que le téléphone va sonner. Là. Ça fait 2 fois que t'avais une Team Canada. Ouais. C'est pas une garantie, parce que, tu sais, je veux pas nommer de nom. Il y a bien des gars qui ont coaché à ce championnat-là. C'est double tranchant. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que le duo Joël puis toi, qui sont des vieux de chambre qui avaient travaillé ensemble, puis c'est tellement drôle parce que, tu sais, Chris, toi, puis moi, on est voisins dans le Nord, puis ici en ville, puis Joël est dans mon building, tu sais. Je sais que c'est peut-être naïf pour moi, ça fait peut-être roman Walt Disney, mais là, déjà, d'après moi, t'as un bon feeling que le téléphone va te sonner et là, que tu montes l'étape, à la prochaine étape, que ce soit head coach ou assistant coach. Mais ça me surprend qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a mis en place, genre, Chris, ce duo-là, se parle bien, parce que, tu sais, Chris, t'as une force à coacher, puis Joël a une force à... administrer. Pas juste ça. Mais dans le temps qu'il est à l'Armada, je pense que la grande force de Joël, dis-moi si je me trompe, c'est de trouver du talent qu'on a sous-évalué. Oui, mais aussi à les développer, puis à bâtir des équipes. Tu sais, puis ce qu'on faisait avec... C'était son rôle avec l'équipe Canada Junior, il était comme directeur général. Puis tu regardes les succès de l'Armada pendant que Joël était là, ils ont été quand même assez constants. Oui, il y a eu des années, il fallait que... Puis c'est normal, Junior, il faut que tu aies une baisse pour... Mais avez-vous parlé genre, hey man, on fait un duo, on continue ensemble? Ouais, mais après ça, c'est des opportunités. Tu sais, une équipe de la Ligue nationale qui cherche un directeur général. Ben, il y en avait une équipe qui en cherchait un, mais... ouais. Mais... non, mais j'aurais pu dire, si on est un peu... Non, mais c'est très romantique ce que je dis, mais... Non, vous parlez de dire ça serait drôle qu'on soit à la même place. Parce que moi, honnêtement, en tant que... Il y a tellement... Je dis, Chris, le choix facile, c'est Phoenix, tu comprends-tu? Le choix facile, à l'époque, aurait pu même être Ottawa, genre, attends, mais... J'ai des hauts et des bas, je me reconstruis, je veux... quelqu'un... Ottawa aurait tellement été un marché parfait, vous êtes 2 gars bilingues, 2 gars qui représentent... Tu comprends-tu, genre? Ça... Je sais que c'est très, je le répète, là, très scénario de film, là, tu sais. Mais je suis pas mal certain que d'ici la fin de notre carrière d'entraîneur ou dans le hockey... Vous allez travailler ensemble? On va travailler ensemble. Ouais? Je sais pas quand, je sais pas dans quel rôle, comment, mais je suis pas mal certain que ça va arriver un jour. Fait que là, comme j'ai dit, tu as le sentiment que le téléphone sonne et ça arrive. Ouais, j'ai des bonnes discussions. Puis, non, j'ai confiance qu'au moment où vous allez voir ça, vous allez me voir en même temps quelque part. Ouais, je sais fait son agace parce que là, on tourne au mois de juin parce qu'en rentrant, moi, je t'ai écrit une couple de semaines, j'ai fait, tu viens-tu au podcast? Tu me dis, ouais, mais ce serait fun que je vienne, mais que je puisse t'annoncer quelque chose. Ouais. Puis là, il m'annonce pas quelque chose. Il y a un sourire. J'annonce que je suis confiant. C'est quand même pas pire. C'est un début, esti. Non, mais c'est correct, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Puis on a le même réflexe parce que tu me dis, je suis superstitieux, puis oui, quand c'est tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Ouais. Mais ton deuil, as-tu fait là, avec l'histoire du Canadien? Parce que tu as vécu évidemment les plus grands hauts, les plus grands bas. Puis je pense, Chris, je te connais assez pour savoir qu'en tant qu'individu, tu as vite mis la frustration de côté pour voir c'est quoi la leçon de vie derrière tout ça. Hein. Ouais, mais en même temps, le meilleur remède, c'est retourner dedans. Ben oui. Ouais. Fait que c'est vraiment ça qui m'allume, là, d'avoir l'opportunité de travailler dans une bonne situation avec des gens qui croient en moi, qui vont continuer. Comment tu vas faire prochainement? Où? Qui vont continuer. Non, me retrouver dans une situation qui va continuer, que je vais continuer à grandir comme coach. C'est ça que je veux faire. Puis, vous allez voir, mais ça va. Ça, pour moi, ça va m'aider à vraiment tourner la page. Parce que c'était tellement, tu l'as dit, rock and roll, dans le sens que. Ouais, c'est pour ça que j'ouvre la porte et la forme en même temps, parce que je veux dire, Chris, non, ça a été tellement le fun. On va en finale de la Coupe Stanley. Être si près. Mais malheureusement, il manquait ces 3 victoires-là. Puis ensuite, pour plusieurs raisons, j'ai mon rôle à jouer là-dedans aussi, mais ça part mal. Connais-tu... Moi, je le sais quand j'embarque sur scène des fois, et en dedans de 5 minutes, je vais faire « Ah, c'est que la soirée va être longue. » Ça, je le sais. Au même niveau que je peux dire bonsoir, puis la seule réaction que j'ai, je sais que pour la prochaine heure et demie, ça va être un nasty party. Saison de hockey, comme la dernière avec le Canadien. Tu le sais-tu assez tôt de dire « Ah, c'est que ça va être long. » T'as toujours l'espoir de virer, de ramener le bateau dans la bonne direction, mais... Puis... Ben, je savais qu'on était pour avoir des défis. Tu sais, quand Shea Weber vient s'asseoir en avant de toi 3 jours après la finale, il dit... En pleurant, je sais pas capable de jouer l'année prochaine. C'est surprenant parce que là, moi je me disais, OK, ben là, on a fait ça, fait qu'on va continuer. On a notre noyau, tout le monde va être de retour, on va continuer à avancer. Mais il faut pas oublier qu'on a fait une jouer. Fin juin quasiment, là? Non, 7 juillet. Ah, c'est Chris, oui, il y avait tout retardé. Oui, t'as raison. Hey, man. Puis là, Corey Perry signe ailleurs. C'est du leadership. Ça, c'était une gaffe. Mon opinion de gars de hockey, mais bon. Dano, à la fin de son contrat. Beaucoup de départs. Mais je me disais, on vient de passer à travers quelque chose de spécial. Tout le monde va avoir... En pleine pandémie, en plus. Ouais. Tout le monde va avoir, appris de ça. Tout le monde va avoir grandi, va pouvoir prendre une part de leadership, parce qu'on a beaucoup de leadership qui est parti. Sauf que j'ai, en même temps, un peu minimisé justement que le fait qu'on a fini de jouer le 7 juillet. Là, le 7 juillet, c'est genre fin août. En sortant d'une bulle. Mets-toi dans une bulle pendant du 1er janvier au 7 juillet, où tu peux pas sortir, tu peux pas aller nulle part. Là. Quand tu finis le 7 juillet, le 8, t'es pas dans le gym. Le 8, t'en profites pendant une semaine à Montréal. Parce que là, enfin, tu peux aller au resto, tu peux sortir avec les gars, tu peux voir des amis. Un sens de normalité un peu. Là, tu t'es rendu au 15 juillet. Et là, tu retournes chez vous. Mais là, tes parents, tes amis, ils pouvaient pas venir à la game puis rester chez vous. Puis, qu'est-ce que tu fais pendant une semaine? Puis, t'en profites. Et là, t'es rendu au début août. Début août, il faut que tu reviennes à la fin août. Les gars sont allés au gym 20 fois. 22 fois. Ils sont arrivés. Physiquement, ils étaient pas dans les bonnes conditions. Mentalement, ils étaient déjà brûlés. Ils étaient comme calcinés. Oui, parce que les autres équipes, surtout parce qu'on n'avait pas les mêmes règlements au Canada et aux États-Unis, premièrement. Aussi, ça n'a pas aidé. Puis les autres équipes canadiennes, il y avait eu beaucoup plus de repos parce qu'ils étaient sortis depuis longtemps. Fait que, tu sais, après ça, il y a Carey durant le camp. Là, au Canada, quand je vois Carey qui s'en va, tu sais, il s'en va dans le programme des joueurs. Edmondson est blessé. Byron peut pas jouer. Hoffman est blessé. Fait que là, tu vas te coucher le soir et tu as peur de te réveiller en disant qu'est-ce qui va m'arriver d'autre. Non, mais je me dis, OK, là, le début va être tough, mais il faut réussir à passer après ça. Les gars vont venir. Carey va
dans, je sais pas, 2 semaines, il va être revenu, 3 semaines. Mais là, mais c'était pas. La partie moins pesante, c'est que la COVID s'est mise là-dedans en plus. C'est vraiment les hauts et les bas de me lever le matin et me dire OK, aujourd'hui, je sais pas, Edmundston revient, ça va nous aider avec l'autre qui revient. Et là, je revenais, j'arrivais à l'aréna, puis là, on préparait nos choses, puis là, bang, bang, bang. Mais là, Graham, il venait me voir, il dit ouais, mais là, ces deux-là vont être corrects, mais sauf que lui, puis lui est blessé à COVID, et ci, et ça. Fait que là, je me disais, je vais être plus 2 ce matin. Là, je rembarquais ça à l'as où je partais de l'aréna. Finalement, j'étais moins 2. On dirait que, tu sais, à tous les jours, il y avait une tuile qui me tombait sur la tête, puis là, on est tombé dans un cercle. Qu'est-ce qui c'était? C'était difficile. Donc, mais, tu sais, moi, c'est une question que je me suis toujours posée, parce que. On en a pas parlé tantôt, parce que. Moi, je me souviens de parler avec Guy Boucher, il y a très, très, très longtemps. Puis il y a un switch qui s'est fait dans le hockey junior où tu pouvais plus. Tu sais, moi, j'en connais qui ont. Tu sais, Martin Roson, le magicien, il a joué à 16 ans. Il a été 3e au repêchage midget derrière Daigle, puis j'ai oublié le 2e. Je vais pas nommer le nom du coach parce que maintenant que je le connais, c'est un bon gars, mais ça a l'air qu'à l'époque, c'était un asti de trou de cul. Et de ramasser un petit cul de 16 ans, là, tu sais, le genre, crise de minable de tabarnak, tu sais, tout ce que t'es, tu sais, je veux dire, c'était old school hockey. Et Guy Boucher me disait, tu peux plus faire ça, tu sais. Je veux dire, maintenant, ça prend un côté pédagogue, et t'es arrivé t'étais dans la nouvelle génération junior qui devait justement être coach / psy / parent, tu sais, et tout. Ouais. Sauf que là, quand t'arrives dans les pros, c'est des adultes. Ils ont des hosties de contrat, mais ça reste des jeunes. Surtout quand t'es arrivé, t'avais comme un noyau de jeunes à, comme, évidemment, pas prendre par la main, j'exagère, tu sais. Quand t'arrivais le matin, là, de dire, Chris, quand est-ce que je vais être le badass qui crie, qui fucking flippe une table, ou je vais être le gars qui va se faire genre, hey, on panique pas. C'est quelque chose qui se passe quotidiennement, que tu remets en question quotidiennement, ou tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, c'est quelque chose à jongler. Non, c'est des choses qu'il faut que tu t'adaptes à tous les jours. Et tu peux pas arriver à tous les jours, puis revirer la table à l'envers, puis la picher dans le fond, puis la casser en deux. D'un, ça se fait plus, là, mais je veux dire, ça coûte cher de table. Ça coûte cher de table. Puis, tu sais, dans ce temps-là, avec la COVID, ben, c'était difficile. Tu pouvais pas avoir les tables aussi facilement, fait que... Non, ça, il n'y a plus de table! J'ai besoin d'une table, faut que je la flippe demain matin. Mais non, ben, tu peux pas arriver puis faire une crise à tous les jours, tu sais, quand ça va pas bien non plus. Tu sais, je pense qu'il faut que tu trouves tout le temps, puis des fois, c'est individuellement. Tu sais, comment tu vas parler à un va être différent dans l'autre. Au groupe, des fois, il faut que tu les ressaisisses, mais pas n'importe comment non plus. Tu sais. Moi, j'ai tout le temps dit que je voulais coacher comme moi, j'aurais aimé ça être coaché. Fait que, tu sais, j'ai eu Hartley, j'ai eu l'autre, tu sais, j'en ai vu plusieurs. Ouais. Puis à travers t'avais des bons profs. À travers ma personnalité, par exemple. Moi, j'ai pris tout ce que j'aimais. Je suis resté moi-même. Sauf que je peux te dire la vérité sans te dire que t'es un asti de tata, là. Tu comprends? Attends, tu me parles. Oui, à toi. OK. OK, je peux te le dire. Je te laisse. sans que te être dire... subtil, puis... Non, mais tu sais, je peux être direct sans être... tu sais... utiliser des mots qui sont pas utiles. Là, je peux dire, gars, Max, j'ai besoin que tu fasses ça. Allume, Calis, c'est pas compliqué. Je te le montre. Ça fait 3 fois qu'on en parle. Il faut que tu le fasses. Après ça, tu me demandes que moi, je te mette ça à la glace. Ben, toi, je te demande ça. T'sais, on joue aux cartes, là. Tout est... Moi, j'ai tout le temps dit ça aux joueurs. Je dis, moi, là, en arrière du banc, là, je joue aux cartes. OK? Ah, j'aime ça comme image. Si toi, là, j'aime mieux que tu sois un 10. Si t'es un 10, sois un 10. Je veux pas que tu sois un king une fois, que je te mette ça à la glace, puis un 3 après. Parce que quand j'arrive pour te mettre ça à la table, là, puis là, j'hésite. Je vais savoir le 3 ou le king. Je veux juste savoir le 10. Donne-moi le 10. Je sais à quoi m'en tenir. Je sais. Puis souvent, le monde, ils vont dire, ben, pourquoi il met tout le temps ce gars-là? Il devrait mettre lui. Mais c'est parce que ce gars-là, des fois, là, par rapport à un autre, là, puis je prends pas 2 gars en particulier, mais juste parce que ce gars-là, tu sais qu'est-ce que tu vas avoir. Tu vas avoir ça. Lui, OK, tu sais pas, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'arrives à un point
où, dans le national, chaque game est tellement... C'est tellement serré. C'est une ligue qui est difficile à gagner. Fait que t'arrives dans un moment critique. Tu vas te dire, ouais, là, je vais prendre une chance. Moi, je suis pas trop gambler. Voilà, moi, moi, je joue à Vegas, là, je vais pas au casino, puis je passe à côté des tables, puis ça me fait rien. J'aime ça. Tu contrôles ce que tu peux contrôler. Fait que ce que tu es capable de me donner, donne-moi-le tout le temps. Fait que c'est comme ça que je parle avec les joueurs. C'est pas plus compliqué que ça. Là. On a des façons de faire, on a soit toi-même à travers ça. Tu sais, que Martin dit souvent, la game, amène ta game dans la game, dans notre game, moi. Ben, dans le fond, c'est un peu ça. C'est qui ton capitaine à cette époque-là? Parce que justement, Weber est plus là. Ah, t'as pas de capitaine, t'as 3A. C'est ça, hein? Gallagher. Gallagher, ben là, tu sais, il y avait Edmondson, mais là, Eddie était blessé au dos. Ben, parce que la question pour moi, c'est vraiment, ça paraît naïf comme question, parce que, tu sais, moi, j'ai passé quand même pas mal de temps avec le CH quand je faisais le 24, justement, le Valais 24 CH, tu sais. Qui me donnait un aperçu des dessous de la game, tu sais. Puis ça m'a toujours fasciné de savoir le lien entre l'équipe, le capitaine puis le coach. C'est-tu hyper... Parce que le C, c'est pas juste un C pour dire aller à l'arbitre. Non, tabarnak, pourquoi on vient de pogner un 2 puis je veux une réponse, je revenais à mon coach. Ouais. C'est un pivot pour l'équipe, le C, là. Ben moi, là, tu sais, on regarde, on a parlé quand on est allé en finale. Puis, je te dirais, à tous les jours, j'avais soit une conversation avec Shea Weber ou Corey Perry, ou des fois les deux ensemble. Puis, un peu d'expérience devant toi. Ouais, mais on parlait, puis moi, je voulais moi, comme joueur, j'aurais aimé ça tout le temps comprendre pourquoi le coach fait quelque chose. Mais dans notre temps, c'est tu fais ça. Comme ta gueule, c'est ça qui est ça. Ouais. Fait que moi, je me dis toujours, si les joueurs comprennent pourquoi on fait quelque chose, ils vont juste être meilleurs à le faire. Fait que moi, ils passaient, je leur disais, hey, tu viendras me voir avant de partir. Des fois, on parlait 5 minutes. Là, je disais, demain, on va faire ça. Puis là, pour qu'eux autres, ils comprennent. Et qu'ils passent le message. Parce que déjà, ils savaient c'était quoi mon meeting la journée d'après. Puis, quand je faisais mon meeting, ben, je parlais de ça. Puis, il faut être meilleur là-dessus. Il faut faire ça, il faut ajuster ça. On est bon là. Il faut continuer. Eux autres, ils savaient déjà. Puis, ils savaient pourquoi je m'en allais là. Fait que quand ils arrivaient après, dans le vestiaire, eux autres, c'est une croix de transmission de plus à emmener dans cette direction-là. Ce qui est arrivé avec le départ de ces gars-là, c'est que là, j'avais un groupe de 5-6 gars, mais là, à qui je parle? Tu comprends? C'est qui le leader? Ouais. C'est qui le... Tu sais, Suzy était encore trop jeune, tu sais, il était pas encore prêt à être... 19 ans, tabarnak. Mais, il avait 19 quand un petit peu plus vieux, peut-être 21, 22, là, mais tu sais, il y a 2 saisons dans le national. Fait que là, c'est à qui? Tu sais, avec qui je bâtis? Tu sais, on s'assemblait bien. Toffoli, je pense qu'il a grandi comme leader à travers ça. Puis même, des fois, je m'assoyais avec, il me disait, hey, attends, mais, tu sais, moi, j'ai jamais été dans cette position-là, je sais pas. Je veux dire, moi, j'ai tout le temps joué, puis tu sais, j'étais un des plus jeunes, mais là, tu sais, les gars, c'est pas long qu'ils deviennent un des plus vieux, de moment donné, surtout avec des gars comme ça qui partent. Là, c'est moi qui vous ai C'est mon tour! Ouais, c'est ça. On vient de mêler, je t'ai même pas au courant. Non, c'est ça, fait que... Mais je le voyais grandir là-dedans. Mais, fait que, tu sais, ça, c'est... Pour une équipe de la Ligue nationale, là, tu regardes les équipes qui ont du succès, qui sont assez réguliers dans leur succès, regarde le leadership. Puis regarde... Mark Stone. Mais Mark Stone. Bergeron, Marchand et compagnie à Boston. Puis regarde combien de temps les... Je t'en dénie quand tu me parles des Bruins. Non, c'est pas grave, je comprends. Mais regarde combien de temps les coachs ils restent. T'aimes pas. Stamkos. Ouais, parce que ce lien-là est établi. Ça fait partie de l'équation du succès. Ben oui. Un coach qui arrive puis qui n'a pas de relation avec son leadership, dans le national. Out. Oublie ça. Mais il faut que je pose la question. Tu sais, à un moment donné, tu sais que ça va mal, tu sais. De toute façon, tu sais, je veux dire, je l'ai vécu dans le showbiz aussi. On sait qu'il y a certains jobs où c'est un siège éjectable la seconde que tu signes, là, tu sais, je veux dire. Tu sais, les Barry Trotz de ce monde, il y en a un, sinon on retombe, tu sais. Fait que quand la tension monte
tu sais, vous êtes tous humains là-dedans, là, tu sais. Puis moi, c'est ça qui me fait souvent rire quand les gens pensent le cash, ils sont en crise, tabarnak, ils jouent pas fort parce qu'ils sont millionnaires. Mais, fucking ta gueule, retourne à la shop, puis chante contre ton boss. Puis tu comprends ce que je veux dire? C'est comme. Moi, pour avoir côtoyé, c'est des passionnés. Moi, j'ai joué au ping-pong contre Brian Gallagher. J'ai failli le battre. J'oublierai jamais le regard de ses yeux de genre, mon tabarnak. Puis on parle de ping-pong. Oh, ouais. Mais t'arrives dans cette ambiance-là où, comment tu dis, OK, le vestiaire est perdu, est un grand mot. Comment qu'après ça, c'est quoi l'ambiance quand tu tombes dans un mode survie? Ça te confronte en tant que personne. Ouais, non, mais c'est pas... c'est des choses au quotidien. Les joueurs, après, ils m'ont appelé, ils m'ont texté. J'avais une bonne relation avec eux autres. Là. On n'était pas dans une situation facile. Non, puis ça veut pas dire que c'est la guerre, tout le monde s'envoie chier, personne ne se parle. C'était pas le fun à tous les jours. Ça allait pas bien pour plein de raisons. Puis oui, j'ai ma part là-dedans. Oui, les joueurs. Il y a eu plein de choses. Là. Mais on n'était pas... on voulait toute la même affaire. Mais tu sais, quand ça marche pas, c'est... Ça se compare-tu une relation de couple, là, coach puis joueur, où t'as une lune de miel, t'as un bout de plus tough, faut que tu travailles, ou je viens de vraiment te donner un exemple un peu trop facile, ou... Je sais pas. C'est une bonne question. OK, finalement, on peut se lier que c'est une bonne question. Je suis content qu'on... Bonne question. Merci, Max. Ouais. Je vais la poser à tout le monde maintenant. Mais non, mais tu sais, il y a des hauts et des bas. Oh, non, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est des personnalités. Là, tu parles d'un couple, c'est 2 personnes. Là, c'est 4-5 coachs. T'as la tienne aussi, toi, là-dedans. C'est 4-5 coachs avec 23 joueurs. Il y a plein d'affaires. Puis, tu sais, comment que tu fais face à l'adversité aussi? Comment tu fais face à l'adversité? Il y en a plein d'adversités dans la vie. Je veux dire, t'es pas obligé d'être dans le sport pour faire face à de l'adversité, mais comment chaque personne réagit, c'est différent à tout le monde. Il y en a qui... que ça fait grandir, il y en a d'autres qui ça met à terre. Moi, c'est pas ça parce que t'es mon chum, mais je t'ai trouvé vraiment fort à travers ça. Dis-moi si je me trompe, mais en fait, je pense que la question est assez évidente. C'est probablement l'expérience qui te fait le plus grandir, et en tant que coach, et en tant que personne, qui fait que le prochain défi qui s'en vient, c'est où encore? Est-ce que OK. J'ai essayé. Non, mais sérieusement, c'est un esti de beau bagage à amener dans ta prochaine destination de vie, non? Oui, mais tu sais, je pense que coacher le Canadien, hein, si tu coaches le Canadien, après, t'es capable de coacher partout. Parce que déjà, tout ce qui entoure l'équipe, à tous les jours, il n'y a pas une place que les médias vont être comme ça. Parce qu'il faut que tu répondes en français et en anglais. Fait que tu réponds à chaque question 2 fois. T'sais, même à Toronto, tu peux mettre le même nombre de personnes. Une fois que cette question-là est posée... C'est fini, c'est réglé. C'est fini. Mais moi, faut nous autres, il faut le répondre. C'est mes proches que t'as manqué de faire. Mets des sous-titres, tabarnak! Et tu peux souligner tabarnak. Mets le mot fuck. Non, mais je comprends que oui. Il y a un épuisement supplémentaire additionnel. Mais je comprends la réalité. Ben Moi, je viens d'ici. Je comprends c'est quoi, tout ça. Qu'est-ce que l'équipe représente pour les gens, pour la passion des partisans et compagnie. La seule fois vraiment où que je commençais à perdre passion, c'était quand Cole Caulfield est arrivé de l'université, puis là, on l'a envoyé à Laval. Puis là, il était un petit bout à Laval, mais on était dans la période de l'année où il nous restait juste un rappel. Okay? C'est ça, les gens prennent pour acquis que... Un rappel d'ici à la fin de l'année. Fait que là, le matin, parce que il y a des fois dans la journée, tu vas rencontrer les médias 3 fois. Hein. Ah oui, ça n'a pas d'autre chose à faire. T'sais. Fait que le matin, il me pose la question. Penses-tu que ça serait un bon moment pour rappeler Cole? Là, j'explique qu'il nous reste un rappel, que ça va venir. C'est pas juste moi qui décide, dans le sens, il faut se protéger par rapport à plein de situations, puis c'est une décision aussi du management, à un moment donné, c'est pas juste le coach qui décide, on rappelle un gars, on en parle ensemble. OK, je pense que j'ai répondu à la question. Je pense que c'est clair. J'arrive avant le match, même question. OK, écoute, il était pas là. OK, c'est pas la même personne. Pas la même personne. OK, répond à la même chose. On joue le match, puis probablement qu'on a perdu. Il y en a autre qui... Première question à Brest, c'est comme là. Hey boys, c'est la 3e fois que je réponds aujourd'hui. Moi, j'ai une théorie, c'est Fais attention là, un peu. Là. Moi, puis
ça, c'est ma théorie. Moi, je crois que le Canadien ne regagnera pas la Coupe Stanley tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas quelque chose comme le retour des Expos. Ça paraît loufoque, ce que je viens de dire. Mais tu sais, dans une saison difficile, quand, mettons, justement, le Canadien allait peut-être faire les playoffs, puis si elle allait faire les playoffs, peut-être sortir assez rapidement, là, à moins d'être une équipe Cendrillon, comme ça arrive des fois. Ben là, tu avais le camp d'entraînement des Expos, tu avais les nouvelles. Fait, même au point de vue médiatique, ça se divisait. Puis, tu sais, Chris, en tant que coach et joueur du Canadien, ben là, d'un coup, aussi, c'est la gang des Expos qui prenait les devants, puis nos amours, puis ci, puis ça. Puis de diversifier un marché, parce que c'est pas le suspense de si les Alouettes vont faire les playoffs qui enlève la pression sur le Canadien de Montréal, t'sais. Toronto, t'es Blue Jays, t'sais, dans la plupart de ces grands marchés, les New York, t'as comme, c'était 6 équipes, là, t'sais. Ouais. T'as deux de hockey, deux de basket, deux de baseball. En fait, t'as 8 équipes, t'sais, fait que je trouve que ça devient inconcevable d'aller de l'avant quand tout est tellement microscopique par rapport à un club dans une métropole. Non, je suis d'accord avec toi. Puis moi, d'un, grand amateur de baseball, j'aimerais tellement que les Expos reviennent. Puis il y a des gens qui parlent de la NBA. Même si c'est pas mon sport favori. Non, mais si tu vas voir une game live, c'est quelque chose en crise. Mais ce que tu dis, c'est que on a combien de réseaux de télé qui sont 24 heures par jour? Il y en a quelques-uns. On les nommera pas et tout ça, mais à la radio, francophone et anglophone, à Montréal seulement, il faut que tu couvres pendant 24 heures, pendant 7 jours sur 7, sur le sport d'ici. Ouais. Puis tu dis, il y a nous, il y a le Canadien, les Alouettes, puis l'Impact. C'est certain que d'ajouter 2 sports majeurs, ça aiderait. Ça aiderait les joueurs, le personnel, ça aiderait les Canadiens de Montréal, c'est certain. Mais moi, je pense que les amateurs de sport francophones, puis oui, je m'adresse à vous autres, parce que moi, je me souviens quand je faisais la radio, à côté de nous autres, c'était le studio de TSN, puis des fois, dans les longues pauses, j'allais voir les boys, puis on jasait, parce que je pouvais parler d'NFL, de NCAA, NBA, comme tu dis. Moi, là, c'est une anecdote que je n'oublierai jamais. À l'époque, Martin Lemay, il était à CKC, c'est l'émission de sport. Ouais. C'est l'année des Olympiques de Londres. Ils sont en juillet. Puis il ne reçoit pas un appel, des appels de gens disant « Pourquoi tu parles des styles olympiques? Pourquoi tu parles pas du Canadien? » Parce qu'on est en fucking juillet, tabarnak, asti. Tu te racontes quoi que le genre de fucking costume de bain qui part? Décroche, explore d'autres sports, tu sais, je veux dire. Tu peux pas t'asseoir, asti, en petite boule, asti, devant les portes du Centre Bell au début de l'été, asti, en attendant le camp des recrues. Voyons, tabarnak. Il y a d'autres sports qui valent l'appel de découvert. C'est juste ça le problème, c'est qu'on a tout, c'est un microcosme de juste une fucking endroit, un fucking endroit. Tu sais, c'est ça que. En tout cas. Non, mais je pense que c'est. J'ai dit presque des beaux mots là-dedans. Hein, ouais. Non, mais ça serait tellement bon aussi, je pense. On voit juste le temps du Grand Prix, comment ça amène. C'est une fin de semaine. C'est ça, c'est pas long, mais d'avoir un sport d'été, d'avoir un autre sport d'été, d'avoir un autre sport d'hiver, qui soit là, je pense que. T'sais, le Canadien va tout le temps rester le Canadien. Il ne perdra pas sa place. Mais d'avoir d'autres discussions alentour, je pense que ça l'aiderait. C'est pas normal. Je pense que ça l'aiderait à signer même des joueurs à venir jouer ici. Je me trompe dessus. Oui, mais tu peux pas, quand ça va bien, être si haut, puis en même temps être si bas quand ça va moins bien. Ouais. Je pense qu'il y a une partie de ça qui vient, oui, de la passion pour des gens, pour l'équipe, tout ça, mais aussi le fait que je peux pas aller voir les Cubs ou les Bears ou les Bulls ou les White Sox, puis après ça, tu comprends, puis aller voir la MLS, puis on n'est pas dans une ville comme ça, puis d'en devenir ça, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde en ville. Mais d'un, ça ferait comme sentir Montréal comme une vraie métropole au lieu d'être juste la capitale des pistes cyclables, que j'emprunte aussi, mais bon. Je sais que souvent je suis rough avec l'administration plante, mais calisse, du baseball, esti, là. On en a des pistes cyclables. On veut du baseball, Chris. On veut du baseball. Ça, je parle pour moi plus d'un. Moi aussi, ouais. Hey, merci, buddy. Ouais, plaisir. C'est que c'était le fun. Je suis content d'être venu.